Je suis Hélène Liégeon, agricultrice sur une exploitation laitière dont le lait est destiné à la fabrication du comté, du Mont d'Or et du Morbier. Je suis présidente de la Fédération régionale des groupes de développement. Cette fédération regroupe les fédérations départementales du Jura et du Doubs. Nous comptons environ 24 groupes locaux, ce qui représente environ 500 agriculteurs et agricultrices. L'animation de cette fédération régionale est confiée à Loane Jérôme, salarié de Tram. Alors, qui sont les adhérents de groupes de développement? Simplement des agriculteurs, des agricultrices désireux d'échanger sur leurs pratiques à l'échelle de leur territoire pour progresser et innover. Le rôle principal de la fédération régionale est d'être un incubateur de projets. Et avec ce second rendez-vous en visio, nous souhaitons améliorer nos connaissances et ainsi avoir la possibilité d'agir à notre échelle. Donc moi, je m'appelle Loane Jérôme et donc je suis l'animatrice salariée de Tram qui vient en appui donc, à la Fédération régionale des groupes de développement agricole. Oui, bonsoir. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté d'être l'intervenant pour cette visioconférence. Donc moi, je suis la présidente régionale des groupes de développement, mais j'ai pu lire que Loane, vous avez fait un petit topo sur notre fédération. Donc, pour ne pas ennuyer l'ensemble des participants, je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Donc, merci en tout cas d'être là et puis je vous laisse la parole pour démarrer cette visioconférence. Merci beaucoup. Alors j'ai dit, j'ai juste passé un mail en lui disant, voilà, je suis intéressée par vos travaux et puis je travaille avec une petite association d'agriculteurs qui se pose beaucoup de questions sur comment faire pour améliorer le fonctionnement de leur ferme, comment gérer au mieux les ressources et ça correspond au thème de votre travail. Donc, est-ce que vous accepteriez de venir intervenir pour nous et être payé en fromage? Voilà. Et j'ai eu un mail très gentil disant que il était OK parce qu'il aimait le comté et le morbier, voilà, et que sa fille aimait le morbier. Et donc, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir vous accueillir ce soir. Donc, j'ai lu sur le site internet que vous êtes ingénieur des mines, vous êtes consultant en énergie et climat, vous enseignez aussi à l'école des mines de Paris Tech. Vous avez cofondé donc la société Carbone 4, avec qui j'ai fait le bilan carbone individuel avec MyCO2. Donc, Carbone 4, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Vous avez également fondé l'association The Chief Project, un think tank ou un laboratoire d'idées qui a pour objectif de contribuer à l'atténuation du changement climatique, de la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. Voilà. Et vous êtes parfois, de plus en plus souvent, c'est sans doute parce que ça fait longtemps que vous martelez le discours, vous êtes parfois énervé lorsque vous constatez que la plupart des personnes, surtout celles qui sont en situation de responsabilité, ne prennent pas le temps de lire, de comprendre par rapport à ce qui se passe en matière de sciences sur justement les enjeux qui concernent l'économie carbonée et puis le changement climatique. Voilà. Donc, c'est aussi parce que c'est un thème qui interroge beaucoup l'agriculture aujourd'hui, parce que, oui, l'agriculture est fortement dépendante des énergies fossiles. Elle peut aussi être productrice d'énergie, elle peut aussi atténuer les effets du changement climatique, mais le problème est très complexe puisque il faudrait approcher ça de manière globale et effectivement, très honnêtement, nous, les agriculteurs, moi en tant qu'animatrice, même si nous réfléchissons beaucoup dessus, nous ne savons pas forcément par quel bout prendre ça. Donc, le fait de vous demander d'intervenir ce soir, c'est aussi pour nous apporter de la connaissance, de l'information, de la compréhension
parce que je crois que c'est la première étape avant de pouvoir passer à la prise de décision. Voilà. Alors, je disais donc que l'agriculture utilise des hydrocarbures, enfin du pétrole en l'occurrence, c'est ça que je vais essayer d'expliquer, de manière extrêmement, enfin il y a énormément, la dépendance aux énergies fossiles est extrêmement forte aujourd'hui dans l'agriculture moderne. C'est ça que je vais essayer d'illustrer avec cette planche. Donc je le disais, dans l'exploitation, là en l'occurrence on prend une exploitation qui a une production végétale, vous avez déjà une première source de dépendance aux hydrocarbures qui est le carburant consommé par le machinisme agricole. Il se trouve que dans beaucoup d'exploitations, vous allez consommer également de l'électricité. Alors, ce n'est jamais une très, très grosse dépense, l'électricité, même dans une exploitation laitière. Et par ailleurs, en France, l'électricité n'est pas une grande source de consommation d'hydrocarbures. Mais dans d'autres pays, ça peut être le cas, puisque 40% de l'électricité mondiale est faite au charbon et 25% est faite avec du gaz. Mais en France, bon, pas tellement, ça ne concerne pas énormément l'agriculture. Après, on va parler de quelque chose qui, par contre, concerne directement l'agriculture, qui sont les intrants. Il y a deux grandes familles d'intrants, comme vous le savez, en agriculture. Vous avez les engrais et les phytosanitaires. Et il se trouve que dans un cas comme de l'autre, c'est des dérivés de la pétrochimie ou de la gazochimie. Alors, si je suis un peu plus précis, les engrais azotés sont fabriqués à partir d'ammoniac. Et l'ammoniac est fabriqué à partir d'hydrogène. Alors, il se trouve, vous avez peut-être entendu parler de l'hydrogène comme étant l'énergie du futur. Alors, en fait, l'hydrogène, c'est une molécule qu'on produit dès aujourd'hui. Et on la produit avec du gaz naturel. Le gaz naturel, vous le savez, c'est une molécule qui contient un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, CH4. C'est le méthane, c'est la même molécule. Et ce qu'on fait pour obtenir l'hydrogène, c'est qu'on associe ça avec de l'eau. L'oxygène de l'eau va aller récupérer le carbone du méthane et on va avoir l'hydrogène qui va rester d'un autre côté et qui va être disponible pour faire de l'ammoniac ensuite. Alors, ce processus est très intensif en énergie et très émissif en CO2. Pour faire 1 tonne d'hydrogène, il faut émettre 10 tonnes de CO2. Et ensuite, avec cet hydrogène, on va fabriquer l'ammoniac. Et l'ammoniac, lui, va permettre de fabriquer les ammonitrates, l'urée, enfin tous les engrais azotés. Il se trouve qu'à l'hectare, le premier poste de consommation d'hydrocarbures et le premier poste d'émission de CO2 pour les grandes cultures, ce n'est pas du tout le machinisme agricole, c'est le gaz qui est utilisé pour la fabrication des engrais azotés. Vous avez également les phytosanitaires qui sont tous, c'est des molécules organiques, hein, donc les phytosanitaires sont fabriqués avec des dérivés de la pétrochimie. Donc là, vous avez une deuxième dépendance au pétrole et au gaz dans les intrants. Ensuite, vous avez une petite dépendance liée au fait que ces intrants, il faut les amener jusque dans l'exploitation et ça demande des camions qui utilisent du pétrole. Après, une fois que vous avez la production de votre champ, il faut la sortir du champ pour l'amener à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça peut être des animaux qu'on va nourrir avec ces végétaux. Comme vous le savez, l'essentiel de la surface agricole en France sert à nourrir des animaux. Alors, une bonne partie, c'est des pâturages. Donc là, il n'y a pas de transport intermédiaire, on met la vache dans le champ. Mais vous avez tous les champs de maïs, par exemple, tous les champs de maïs fourrage servent à nourrir des animaux. Et là, il y a du transport intermédiaire. Alors en fait, ça ne va pas directement chez les animaux, ça va d'abord dans des usines qui servent à fabriquer les aliments pour animaux, puis ensuite dans les exploitations. C'est également le cas d'une bonne partie du blé qui sert à faire de l'alimentation animale. Et puis, c'est le cas d'une partie d'autres cultures, par exemple les pois. Vous en avez une partie qui va dans l'alimentation animale, etc. Une fois que vous avez engraissé vos animaux, eh bien, vous avez de nouveau des transports pour amener les produits animaux dans les endroits où ils vont être transformés. Alors, c'est clair que quand on met le lait des vaches à compter dans la fruitière à compter, ça ne fait pas un très, très grand parcours entre les deux. Mais par contre, quand vous avez tous les poulets de France ou tous les cochons de France qui sont élevés en Bretagne, alors pas tous, mais pas loin, à ce moment, vous avez beaucoup de transport derrière pour amener ça dans des usines de transformation et ensuite à l'aval des usines de transformation vers le consommateur final. Vous avez également les produits végétaux qui peuvent aller directement dans les usines de transformation, derrière lesquels vous allez aller chez le consommateur final. Et le consommateur final, lui, va également utiliser des énergies fossiles. En l'occurrence, il va utiliser du gaz pour cuire ses aliments. Et il va aussi utiliser de l'électricité qui, à nouveau, dans un certain nombre de pays, utilise du charbon et du gaz pour sa production. Donc, ce que vous voyez sur ce petit graphique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le système agricole moderne, il est devenu extrêmement dépendant des hydrocarbures, et en particulier du pétrole et du gaz, pour fonctionner. Et en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que les machines utilisant du pétrole et du gaz, en fait, ont remplacé les paires de bras et les paires de jambes et les animaux de trait que vos lointains prédécesseurs utilisaient il y a quelques siècles.
Alors, en particulier, on va le voir au travers de la quantité de la puissance, c'est-à-dire la capacité à transformer l'environnement, quand on compare vous, c'est-à-dire des êtres humains, et les auxiliaires que nous sommes aujourd'hui capables de mobiliser à notre profit, les auxiliaires mécaniques évidemment. Si vous faites l'ascension, alors ce n'est pas exactement à côté de chez vous, mais enfin pas très loin on va dire, qui consiste à aller de Münster au sommet du Kastelberg, pas très loin, 4 fois dans la journée, vous allez développer pour faire ça une puissance. Donc en gros, vous faites 4000 mètres de dénivelé dans la journée. Eh bien, vous allez développer une puissance moyenne de l'ordre de 100 watts avec vos jambes quand vous faites ce genre d'ascension. Donc on peut montrer qu'un être humain au travail, qui mobilise ses muscles, il est capable de développer une puissance musculaire, une puissance mécanique, qui est de l'ordre d'une centaine de watts pour les jambes sur quelques heures et d'une dizaine de watts pour les bras. Alors maintenant, on ne va pas directement parler du machinisme agricole, mais de quelque chose qui en est à l'aval, en l'occurrence d'un mixeur à soupe, puisque quand l'agriculture produit des patates et des poireaux, il peut prendre l'envie à certains de mélanger tout ça avec un mixeur à soupe, ça fait du velouté de poireaux, très bon. Eh bien, votre mixeur à soupe, si vous regardez la puissance qu'il a, c'est quelques centaines de watts. Un mixeur à soupe, celui que j'ai chez moi, il doit faire 350 watts. Ce qui veut dire qu'au moment où j'appuie sur le bouton de mon mixeur à soupe, là, en fait, c'est comme si j'avais 4 personnes, 4 cyclistes bien entraînés, qui se mettaient à pédaler pour moi et à me fournir l'énergie mécanique de leur pédalage pour que je puisse mixer ma soupe. Quand après avoir fait des tâches partout sur le sol de la cuisine, enfin bon, l'aspirateur, c'est pas terrible pour les tâches de soupe, mais donc quand après avoir fait des tâches partout, j'ai besoin de passer l'aspirateur, là, mon aspirateur, lui, il a plutôt une puissance équivalente à celle d'une dizaine de paires de jambes de cyclistes, de l'ordre de 1000 watts. Et là, on va arriver chez vous. Voilà un engin que vous connaissez bien, un tracteur. Et ben, si vous regardez la puissance du moteur, pour autant que vous ne la connaissiez pas, parce que je suis sûr que vous la connaissez par cœur, vous allez vous rendre compte que c'est quelques dizaines de kilowatts. Alors ça, ce n'est pas un très très gros tracteur. Si vous êtes céréalier dans la Beauce, vous pouvez pas rajouter un zéro, mais pas loin. Eh bien, un tracteur de quelques dizaines de kilowatts, en fait, il a la force de traction de quelques centaines de paires de jambes ou de quelques dizaines d'animaux de trait. Donc là, vous êtes en train de regarder un engin qui a considérablement contribué à dépeupler les campagnes, tout simplement parce qu'il a remplacé la puissance musculaire des gens que vous aviez là, qui n'était plus nécessaire dès lors que cet engin-là était capable de les remplacer avec une seule personne dans la cabine de conduite. Voilà d'autres engins qui sont aujourd'hui très communs dans la vie courante et qui ont aussi contribué à remplacer des gens avec une efficacité considérablement supérieure. Vous voyez par exemple un engin de travaux publics, il a un moteur qui est d'une puissance qui n'est pas très loin de celle d'un tracteur, c'est des puissances pas très éloignées. Si vous comparez ça non pas à des jambes mais à des bras, ben, vous vous rendez compte qu'un engin comme ça, en fait, vous manipule de la terre à peu près comme si vous aviez quelques milliers d'ouvriers pour vous faire le même boulot. Le camion dont je vous parlais tout à l'heure et qui vous sert à transporter les productions intermédiaires au final jusque vers les consommateurs et à amener chez vous les intrants, à balader des animaux, etc. Eh bien, lui, il pédale comme quelques milliers de fois une paire de jambes. Et c'est notamment grâce à ces engins-là que nous avons pu fabriquer des villes où rien ne pousse, mais où vous pouvez nourrir tout le monde. Parce que c'est grâce à des engins comme ça qu'avec très peu de monde, on peut faire circuler la nourriture sur des très grandes distances et donc concentrer des très grandes quantités de gens là où il ne pousse rien. Les villes modernes n'existeraient pas sans les transports modernes. Elles n'existeraient pas non plus sans les tracteurs modernes, c'est ce que je vais vous montrer après. Aujourd'hui, la totalité de la civilisation urbaine repose sur le fait que ce sont les machines qui travaillent pour nous, notamment dans la production agricole, parce qu'il faut manger, même quand on est en ville, et que la nourriture ne sort pas du supermarché, et qu'il faut transporter cette nourriture jusque dans les villes. Il faut savoir qu'en France, par exemple, un camion sur 3 qui circule transporte quelque chose qui se mange. Alors, quand je dis quelque chose qui se mange, c'est par extension, je mets le foin et les animaux sur pied, mais enfin, un tiers des camions qui circulent ont un lien avec la fonction alimentaire. Enfin, ici, vous avez une aciérie. Alors, l'aciérie, elle est directement à votre service parce que c'est grâce à l'aciérie qu'on fait le tracteur que vous voyez là et même la fourche que vous voyez là. Donc, l'aciérie, elle a une puissance, ou le laminoir plus exactement, parce que là, c'est l'exemple que j'ai pris, c'est celui d'un laminoir. Eh bien, le laminoir, vous savez, qui sert à écraser des tôles d'acier. Un laminoir moderne, il a la même puissance mécanique que si je mettais la totalité de l'Île-de-France au travail
avec un marteau dans la main pour taper sur des tôles toute la journée. Donc, un seul laminoir, comme celui qu'on a par exemple à Dunkerque ou celui qu'on a à Fos-sur-Mer en France, il est capable de remplacer 10 millions d'ouvriers au travail s'ils n'avaient que leurs bras à leur disposition. Et grâce à ce laminoir, vous allez faire le tracteur qui va remplacer une partie des agriculteurs et le camion qui permet de… Donc, vous voyez, tout ça est un système. Et ce que vous voyez, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un système de machines dont vous faites partie et qui a permis de considérablement transformer le monde dans lequel nous vivons. Alors voilà un tout petit échantillon des machines qui nous entourent aujourd'hui. Et ces machines, quand vous regardez en fait ce qu'elles ont fait pour nous, eh bien vous vous rendez compte qu'elles ont transformé l'homme en Robocop, Superman, Iron Man, appelez-le comme vous voulez, pour de vrai. C'est-à-dire que la main gauche d'Iron Man, là, c'est le tractopelle qui est là, qui soulève des charges 10 000 fois plus lourdes que ce que son bras pourrait soulever. Son œil droit, là, c'est le télescope qui voit beaucoup plus loin que notre œil. Son genou gauche, c'est le train qui avance très très vite. Son pied droit, c'est l'avion qui avance encore plus vite, etc. Et donc, en fait, les machines modernes, elles ont permis de rendre l'homme surpuissant par rapport à son environnement. C'est bien ça le problème du reste, parce qu'en étant surpuissant par rapport à notre environnement, on a la capacité de le transformer beaucoup plus vite que l'environnement n'est capable de s'adapter. Si on fait un calcul en pratique, on se rend compte que toutes ces machines, avec leur nourriture particulière, l'énergie, que j'appelle parfois des croquettes pour machines, parce que c'est exactement ça, eh bien, elles ont été capables de démultiplier la puissance musculaire par un facteur de l'ordre de quelques centaines à l'échelle mondiale. Dit autrement, aujourd'hui, la production économique mondiale, elle est quelques centaines de fois supérieure à ce que nous pourrions faire si nous n'avions que nos bras et nos jambes. Et ça, c'est grâce à l'énergie que nous l'avons. Donc l'énergie, en fait, nous a transformés en Iron Man ou en Superman, et elle a transformé tous les secteurs de l'activité humaine, comme elle a transformé massivement l'agriculture à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les usines d'engrais, les usines de phytosanitaires et le machinisme. Ici, vous avez la traduction économique, j'ai envie de dire. Alors, c'est un truc qui est important pour vous, ce que je vais dire maintenant, parce que vous allez voir que bon, vous faites partie des gens qui, aujourd'hui, sont significativement moins bien payés que les financiers de Wall Street. Et en fait, c'est dû à l'énergie, cette histoire-là. Et vous allez voir. Donc, ici, vous avez la première partie de ce que je suis en train de vous… Enfin, de cette conclusion, j'ai envie de dire, qui est que quand on regarde dans le monde sur quasiment 60 ans maintenant, comment évolue la production économique mondiale, ce qu'on appelle le PIB, ou Gross Domestic Product en anglais, c'est la même chose. Hein. Je suis désolé, de temps en temps, mes graphiques sont en anglais, parce que il m'arrive d'avoir des audiences anglophones et je suis feignant, donc j'utilise qu'un seul graphique. Donc ici, vous avez le PIB mondial en milliards de dollars. Et ici, vous avez la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire en fait la quantité de machines qu'on a mis à notre service. C'est ça l'énergie. Eh bien, vous vous rendez compte que la production économique mondiale, en fait, c'est à peu de choses près proportionnel à la quantité de machines qu'on a mis en service. Voilà. Donc, quand on a plus d'énergie pour faire fonctionner plus de machines, le PIB augmente. Et en fait, on peut le voir aussi dans un certain nombre de pays. Quand on a moins d'énergie disponible pour faire fonctionner moins de machines, ben le PIB diminue. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui commence à se passer en France. Et donc, en fait, la croissance du PIB, elle ne durera pas indéfiniment, elle durera aussi longtemps que la croissance de l'approvisionnement énergétique, modulo quelque chose. Puis quand l'approvisionnement énergétique commencera à baisser de manière significative, ben le PIB baissera aussi de manière significative, que ça nous plaise ou pas. Cette énergie que nous utilisons aujourd'hui, elle est majoritairement fossile, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, on a coutume de présenter l'énergie renouvelable comme étant l'énergie de l'avenir, mais il faut se souvenir que c'est surtout l'énergie du passé. Ici, vous avez un tableau, une vue d'artiste, on va dire, d'un monde 100% renouvelable. Vous voyez, ça ne pose strictement aucun problème d'être 100% renouvelable. Ici, vous en avez un exemple. Donc, vous avez là un transport terrestre 100% renouvelable avec un cheval renouvelable. Ici, vous avez un transport maritime 100% renouvelable avec une barque en bois renouvelable et un batelier qui pousse une perche renouvelable. Il n'y a pas de moulin fonctionnant avec du vent renouvelable, mais il pourrait y en avoir. Et vous voyez, ce fleuve renouvelable peut également actionner d'autres moulins ailleurs, servant à moudre la farine de façon parfaitement renouvelable. Donc, en fait, l'énergie fossile est une novation qui nous a fait sortir de l'énergie renouvelable, et c'est bien ça qui a fortement augmenté notre emprise sur l'environnement, et non pas l'inverse. Donc les énergies renouvelables, c'est peut-être l'avenir, mais en tout cas, de façon absolument certaine, c'est le passé. Et quand on regarde ce qu'on a fait dans tous les domaines d'activité qui nous concernent, c'est
quel que soit le domaine, hein, depuis quelques siècles, ça a toujours été de passer des renouvelables aux fossiles. Donc, on avait par exemple une marine à voile renouvelable qui servait de temps en temps à transporter quelques cargaisons de blé. Par exemple, les îles Shetland avaient besoin de faire venir le blé, ça ne poussait pas très bien là-bas, ça venait par bateau à voile. Eh bien, nous avons fossilisé la marine, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a quasiment plus un bateau à voile qui circule, enfin si, pour faire le Vendée Globe, mais sinon, pas pour transporter des marchandises, parce que c'était quand même beaucoup plus pratique pour transporter des grandes quantités vite pour pas cher. Nous avions des transports terrestres parfaitement renouvelables. Vous pouvez voir ici avec un cheval renouvelable mangeant de l'herbe renouvelable. Le cheval renouvelable étant du reste lui-même mangé en fin de vie. Quand il y avait des animaux de trait, il y avait des boucheries chevalines. Maintenant qu'il n'y a plus d'animaux de trait, il n'y a plus de boucheries chevalines. Et nous avons remplacé ça par un transport à pétrole parce que c'est beaucoup plus efficace. Alors, avec ce genre de transport, vous pouviez avoir des villes qui étaient beaucoup plus petites parce qu'à l'époque où on avait ce genre de transport et peu de moyens de conservation pour l'agriculture, bah, une ville, en gros, elle peut être nourrie par le surplus agricole qui est dégagé dans un disque dont le rayon est quelques jours de transport à pied ou à cheval. À l'époque où la productivité agricole était faible et où les transports étaient lents, eh bien, le surplus agricole du disque concerné était faible et donc vous pouviez mettre en ville des gens qui ne faisaient pas pousser leur nourriture en petite quantité. C'est la raison pour laquelle Lutèce avait on va dire quelques dizaines de milliers d'habitants. Paris de la Renaissance, c'était de l'ordre de 100 000. Et il a fallu attendre ce genre de choses, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on fasse des grosses villes. Donc les grosses villes ne seront pas plus durables que le pétrole. Quand l'énergie fossile commencera à se faire rare, les grandes villes vont souffrir et ça va devenir pas très drôle, probablement, dans ces endroits-là. Voilà une agriculture 100% renouvelable, je ne vous fais pas de dessin, et on l'a remplacée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une agriculture tout à fait fossile qui permet d'avoir besoin de beaucoup moins de monde et de beaucoup moins d'animaux dans les champs. Ça a eu un autre gros avantage, cette affaire-là, c'est que ça a libéré de la surface pour les hommes, parce que ces bestioles-là là, ont besoin de manger. Alors certes, vous finissez par les manger en fin de vie, mais enfin, dans l'intervalle, ça a quand même besoin de manger, alors que cette bête-là, elle mange du sous-sol. Donc elle vous laisse tout le sol en surface disponible pour nourrir des hommes. Donc, entre le fait que l'agriculture est devenue beaucoup plus productive grâce aux intrants et à la mécanisation et au fait qu'on a récupéré des surfaces agricoles pour nous, alors qu'avant elles étaient dévolues à ce genre de bestioles, on a pu fortement augmenter la population mondiale grâce aux hydrocarbures notamment. Vous avez ici l'industrie des temps anciens, parfaitement renouvelable. Donc, vous voyez un moulin avec une roue en bois renouvelable, utilisant de l'eau renouvelable. Et puis, on s'est dit que quand même, pour faire un tracteur, c'était quand même beaucoup plus commode d'avoir une industrie fossile. Ça allait beaucoup plus vite et ça coûtait beaucoup moins cher. Tout ce que je viens de vous dire a notamment contribué à modifier de façon très forte la structure de l'emploi et donc à dépeupler les campagnes. Donc en fait, le dépeuplement des campagnes, c'est un processus qui est la conséquence de l'arrivée de l'énergie quelque part. Et c'est ce que je vais vous montrer pour le cas français. Et après, je vais généraliser partout dans le monde. L'exode rural est une conséquence de l'arrivée de l'approvisionnement énergétique abondant. Vous avez ici la quantité de gens qui travaillent en France par secteur sur 2 siècles. Donc, c'est une série assez longue. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 siècles, donc en 1800, les 2 tiers de la population active sont au champ, en 2 mots. Donc, sont agriculteurs, paysans, pas exactement quel est le terme le plus consacré. Et à cette époque-là, eh bien, 1 tiers de la population active se partage en gros à parité dans l'industrie et le bâtiment. Alors, donc, c'est des artisans essentiellement à cette époque-là, évidemment, ce n'est pas des ouvriers de la minoire, c'est essentiellement des artisans. Et dans les services. Alors, les services, qu'est-ce qu'on a à cette époque-là? On a déjà beaucoup de commerçants, on a déjà quelques banquiers, et puis on a beaucoup de personnel de maison. Donc, tout ça, c'est dans les services. On a aussi quelques instituteurs, enfin bon, bref. Donc, ce que vous voyez là, c'est la répartition de l'emploi il y a 2 siècles. Ce que vous voyez, c'est que jusqu'en 1850, la population globale augmente, toutes les catégories d'emploi augmentent, mais la population agricole augmente. Alors, pourquoi ça? Parce qu'à cette époque-là, l'industrie ne s'est pas encore mêlée de fournir en masse de quoi augmenter la productivité agricole. Et par contre, on continue à défricher en France. Le minimum forestier arrive en France en 1850. Donc là, les surfaces à cultiver augmentent. Et même à productivité constante des agriculteurs, eh bien, on peut augmenter, enfin, ou plus exactement, ça correspond à une augmentation du nombre de gens qui travaillent dans le secteur agricole.
Et puis après, l'industrie naissante, que vous voyez ici, va amener en quantité croissante aux agriculteurs des objets qui vont leur permettre d'augmenter leur productivité. Alors à l'époque, les objets en question, c'est des roues cerclées en fer, par exemple, qui permettent de transporter plus facilement, ne serait-ce que de transporter plus facilement les cacas de toutes sortes pour aller fertiliser les champs, donc les déjections des animaux, les déjections des hommes, etc. Vous avez également, on commence à avoir des socs de charrues qui sont plus performants, des colliers de traits qui sont plus performants, etc. Et ça permet à la fois d'augmenter la production agricole tout en ne nécessitant plus autant de gens qui vont travailler dans les champs. Donc en fait, l'essor industriel qui est celui des forges et de l'industrie et qui est également l'essor de l'énergie, puisque l'énergie, en fait, c'est utiliser des machines, eh bien, va conduire à diminuer la quantité d'agriculteurs dans les champs parce que par contre, la surface à cultiver n'augmente pas. Donc la surface à cultiver étant toujours la même et chaque agriculteur étant capable de faire plus de travail avec ces prothèses des temps modernes qui sont les machines, eh bien, on a besoin de moins de gens dans les champs. Du coup, on peut en mettre plus ailleurs, notamment parce que l'approvisionnement énergétique croissant permet aussi d'utiliser des machines qui vont exploiter toutes les ressources qui nous entourent, les minerais, le calcaire pour faire du ciment, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, les machines vont arriver directement dans les champs, c'est les tracteurs dont je vous parlais tout à l'heure, et la pétrochimie, parce que la chimie organique, c'est après la Seconde Guerre mondiale, hein, va également se mêler de la partie. Et pour vos collègues, je ne sais pas si on doit les appeler comme ça, qui cultivent des céréales, on va assister quasiment à un quintuplement du rendement céréalier en l'espace de quelques décennies seulement, entre 1945 et 1975, dans les grandes plaines fertiles de la Beauce et autres. Donc ça, c'est les machines, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est les tracteurs et les usines d'engrais. Alors, comme il y a de plus en plus d'énergie, comme je disais tout à l'heure, dans le même temps qu'on diminue la quantité de gens dans les champs en les remplaçant par des machines, eh bien, on peut mettre d'autres machines au travail ailleurs. Et une machine au travail, c'est un emploi. À chaque fois que vous avez une machine au travail, vous avez besoin d'un ouvrier pour donner des ordres à la machine ou pour s'en occuper. Et donc, vous avez de plus en plus de machines dans l'industrie qui vont fabriquer de plus en plus de trucs et de machins, des tourniquettes à faire la vinaigrette, comme chantait, des aspirateurs, comme chantait Boris Vian. Donc, vous en avez de plus en plus, jusqu'au choc pétrolier. Et à ce moment, au moment du choc pétrolier, ce qui va se passer, c'est que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête de croître. Donc, le parc de machines en service par personne en puissance s'arrête de croître. Mais par contre, ça va être de plus en plus fait de très, très grosses machines, de très grosses puissances unitaires. Donc, vous allez avoir une puissance totale à notre disposition qui ne bouge pas beaucoup, mais qui va se constituer de machines de plus en plus grosses. Et donc, on a besoin de moins en moins de monde pour les piloter. Donc, vous allez avoir ce grand paradoxe après le choc pétrolier, qui est que la production industrielle va continuer d'augmenter, avec pourtant des effectifs dans l'industrie qui vont se mettre à baisser à cause de ce que je viens d'expliquer. Donc ici, vous voyez comment l'énergie, en l'espace de 2 siècles, a totalement déformé la structure de l'emploi. Et ce que je vous montre pour la France, c'est-à-dire que la population active dans le domaine agricole est passée de 2/3 de la population à 2% de la population, eh bien, en fait, c'est répétitible partout, c'est-à-dire dans tous les pays dans le monde où l'énergie arrive, vous avez exactement les mêmes processus qui s'observent. De moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus d'ouvriers, de plus en plus de services, et en particulier une civilisation tertiaire, c'est-à-dire avec énormément de gens dans les services. Vous vous rendez compte que c'est une civilisation qui demande beaucoup d'énergie et pas du tout une civilisation qui évite beaucoup d'énergie. Et ces gens-là, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les villes. L'arrivée de l'énergie abondante a permis la création des villes. Le mode de vie urbain n'est pas, contrairement à ce qu'on se dit souvent, un mode de vie sobre en énergie. Le fait d'avoir constitué des grosses villes est en fait une marque de l'énergie abondante. Alors, dernièrement, on a également rajouté, voilà, pour avoir énormément de gens dans les services, il faut avoir énormément de production physique sous-jacente parce que sinon, les gens n'ont rien à faire. Alors, je vais prendre un exemple idiot qui est la voiture. Si aujourd'hui l'industrie automobile s'arrête, alors certes, ça met les ouvriers de l'industrie automobile au chômage, donc une petite partie de la population active, mais ça met également au chômage tous les gens qui vendent des voitures, qui eux sont dans les services, tous les gens qui financent les ventes de voitures neuves, qui eux sont dans les services, tous les gens qui apprennent à conduire, qui sont dans les services, tous les gens qui assurent les voitures, qui sont dans les jet skis, etc. Donc vous voyez que, en fait, et évidemment, tous les enseignants qui apprennent à financer des voitures, à assurer des voitures, etc.
Donc, ce que vous voyez, c'est que les services, en fait, ne peuvent pas exister sans un flux industriel sous-jacent. Ça n'existe pas de penser qu'on peut avoir une civilisation avec juste des services. En fait, les services n'existent que quand vous avez énormément de produits qui se baladent dans tous les sens et que vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de gens pour administrer la complexité de cette affaire-là. Quand l'énergie commence à faire défaut, à ce moment, vous voyez arriver quelque chose qui s'appelle le chômage, c'est-à-dire que moins de machines en service, c'est moins de gens pour avoir besoin de faire fonctionner ces machines. Alors vous pourriez dire, s'il y a moins de machines en service, ça libère de l'espace pour remettre de la production des hommes. Certes, mais la différence entre la puissance d'une machine et la puissance d'un homme est telle, vous avez vu tout à l'heure, des centaines, des milliers de fois, que en fait, malheureusement, si vous avez une machine de moins qui travaille, ça n'est toujours pas économiquement intéressant de remplacer ça par des milliers de gens que vous allez devoir payer. Donc, en fait, la première des choses qui se passe quand l'approvisionnement énergétique commence à faire défaut, c'est que vous voyez le chômage augmenter. Et en fait, en France, la courbe du chômage reflète à peu de choses près la variation de l'approvisionnement énergétique. C'est malheureusement le premier déterminant et de très loin. Alors, je vous ai raconté ça pour la France, mais vous voyez ici exactement la même chose dans un certain nombre d'autres pays. Alors ici, je vous montre par exemple l'Inde. Sur ce graphique, vous avez sur l'axe horizontal la fraction de la population active qui est dans l'agriculture. Et en ordonnée, alors je suis désolé, je n'ai pas mis l'énergie, mais c'est presque pareil, j'ai mis les tonnes de CO2 par personne, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon consommés par personne. Bien, ce que vous voyez, c'est qu'en 1991, l'Inde avait les 2 tiers de sa population dans les champs. Aujourd'hui, c'est 45%. Mais dans l'intervalle, la quantité de CO2 émise par personne a à peu près doublé, c'est-à-dire que la quantité d'énergie par personne a à peu près doublé. Donc, plus d'énergie en Inde a fait exactement la même chose qu'en France. Ça a vidé, en proportion, ça a vidé les campagnes. Voilà la même chose en Chine. Vous voyez, en 1991, pardon, 91, s'il y a des Belges immigrés dans le DOUPS, 55% de la population était agricole. Aujourd'hui, en Chine, on est à 20% seulement. Et l'explication de ça, c'est l'explosion énergétique que vous avez eue en Chine, où on a eu exactement les mêmes processus qu'en Occident, c'est-à-dire mécanisation, engrais, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que les gens deviennent ouvriers ou dans les services, ils vont en ville parce que c'est là que ça se passe. Et donc, vous voyez quelque chose qui est exactement la même évolution. Là, vous voyez la même évolution que ce qu'on a eu en France, en Chine en l'occurrence. La part des gens employés dans les services est passée de 18% à plus de 50% entre 1991 et 2014. Hein, vous voyez, c'est allé dans ce sens-là. Et c'est la conséquence du fait que la quantité d'énergie par personne, c'est-à-dire les émissions de CO2 par personne, ont fortement augmenté dans l'intervalle. Et là, vous voyez exactement la même chose pour la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Pas comme ça, la Thaïlande. Parce que c'est exactement le même genre de processus que l'on voit partout. Donc, le résumé de cette première partie, c'est que l'énergie, l'agriculture en est dépendante à tous les niveaux. L'énergie est ce qui a considérablement fait baisser l'emploi en proportion dans le monde agricole. C'est ce qui a permis la création des villes et notamment, c'est ce qui permet aujourd'hui de les nourrir, comme je le disais, à cause des camions. Si on devait revenir aux porteurs, aux personnes qui portent sur leur dos et aux charrettes à cheval, Paris mourrait de faim. Paris sans camion meurt de faim. Voilà, ce n'est pas possible de nourrir Paris sans camion et sans train. Alors, ça a également eu une conséquence pour vos lointains clients, cette histoire-là, qui est que la nourriture, bien qu'ils râlent en disant que ça vaut trop cher, vaut en fait de moins en moins cher, et pas un peu moins cher, considérablement moins cher. Vous avez ici la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Alors, c'est aux États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis? Alors là, je suis désolé de dire du mal de mon pays, mais c'est tout simplement parce que quand vous cherchez une série longue sur le site de l'INSEE en France, vous mettez un quart d'heure à ne pas trouver ce que vous voulez, alors que quand vous voulez une série longue sur un site internet aux États-Unis, en 3 clics de souris, vous la trouvez. Mais c'est exactement pareil aux États-Unis et en France, parce que l'énergie a eu le même rôle. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en 1930, le ménage américain dépense un quart de ce qu'il gagne dans la nourriture. En France, à mon avis, c'était un peu au-dessus encore à l'époque. Ce que vous voyez là, c'est que 20% de ces dépenses, c'est à la maison, et un petit 5%, c'est en dehors de la maison. Donc, à cette époque-là, on va déjà au restaurant un petit peu.
Et puis, surtout, un point important, c'est qu'en 1930, 80% de la dépense alimentaire, c'est des produits bruts. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on achète quand même assez peu de pots de moutarde, de paquets de biscuits, de Nutella et de steaks surgelés. Ce qui se passe, alors désolé pour ce propos sexiste, mais enfin c'est quand même ça la réalité sociologique à l'époque. Ce qui se passe, c'est que Madame Michu, ou Madame Smith plus exactement, va acheter aux paysans du coin des poireaux, des patates et des œufs, et fait le frichti pour Monsieur Smith, qui est agriculteur pour partie et ouvrier pour partie pour l'essentiel du temps. Et puis en 2015, en fait, la restauration à la maison, aujourd'hui, quand ce qu'on compte en dépenses alimentaires, en fait, c'est énormément de choses qui ne sont plus des aliments. Donc à ce moment-là, ce qu'on paye, c'est vraiment des aliments, hein, je vous le dis, des poireaux et des patates achetés aux paysans du coin. Là, ce que l'INSEE va compter, c'est le ticket de caisse quand vous passez la caisse enregistreuse de Carrefour. Mais vous êtes très bien placé pour savoir que quand, dans le ticket de caisse de Carrefour, quand je passe, alors moi en l'occurrence, j'y vais quasiment jamais, mais admettons que j'y aille, ce que je vais payer, c'est tout, sauf vous. Je vais payer la construction du magasin, je vais payer le salaire de la caissière et du magasinier, je vais payer le salaire du chauffeur qui a livré les yaourts, je vais payer la valeur ajoutée de l'usine de plastique qui a fait le pot de yaourt, je vais payer l'agence de pub qui a fait la pub des yaourts, je vais payer les dividendes des actionnaires de Carrefour, enfin je vais payer tout, sauf la nourriture que je viens vraiment d'acheter. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer que quand j'achète du mauvais comté dans une grande surface, ce qui m'arrive heureusement très rarement, eh bien, je vais le payer, allez, on va dire 20 € le kilo. Et vous savez très bien que vous, il vous est payé entre le quart, entre le cinquième et le tiers de ce prix, selon la manière dont vous arrivez à vous débrouiller. Donc, en fait, l'essentiel, et là encore, la transformation est faible. Il s'agit de couper un fromage en morceaux et de le mettre sous plastique. Si vous regardez une boîte d'œufs, c'est pareil, l'œuf industriel, il est payé 6 centimes en sortie d'élevage. Une boîte d'œufs de 6 œufs, 6 fois 6, 36, et je vais l'acheter 1,50 €, donc 36 centimes sortie d'élevage, et je vais l'acheter 1,50 € au magasin, enfin en grande surface. Donc, en fait, l'essentiel de ce que vous payez n'a rien à voir avec de la nourriture. Donc, en fait, la part de la nourriture elle-même, quand on achète dans le ticket de caisse, c'est moins de 20% du total. Et si je vais me manger une omelette au bistrot du coin, enfin le jour où ils auront le droit et où ils seront déconfinés, alors là, c'est pire encore. Je vous parlais tout à l'heure de mes œufs 6 centimes en sortie d'élevage. Si je vais me manger une omelette de 3 œufs au bistrot du coin, qu'à Paris, je vais payer 5 €, j'aurais payé 5 € un plat dans lequel j'ai 18 centimes de nourriture. 3 fois 6, 3 fois 6 œufs, enfin 3 œufs, pardon, 3 fois 6 centimes. Donc vous voyez bien qu'en fait, sur cette série longue, là, ce qu'on paye, c'est essentiellement de la nourriture. Là, ce qu'on paye, c'est essentiellement autre chose que de la nourriture. Si je regarde ce que je paye vraiment pour la nourriture, en fait, le prix des aliments, il a été divisé, alors facialement, par 20, et en fait, réellement, par encore plus que ça. Et en particulier, le prix de la viande, lui, il a probablement été divisé par 50, puisque à cette époque-là, on mangeait 3 fois moins de viande ou 2 fois moins de viande, alors pas aux États-Unis, mais en France, c'est sûr, que ce qu'on mangeait là. Donc l'énergie a permis de diviser par plusieurs dizaines le coût des aliments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 10% de ce que je gagne, je mange 3 fois plus de viande que ce que mes grands-parents mangeaient à cette époque-là, pour un quart, voire plus en France, de ce qu'ils gagnaient, quasiment la moitié. Donc les gens ont tort de râler en disant que la nourriture elle coûte cher. En fait, la nourriture ne vaut rien. Et ce que je viens de vous expliquer est vrai pour tous les produits que nous achetons. Si vous regardez le coût réel d'une chemise, d'une table, d'une chaise, d'une paire de chaussures, enfin de tous les produits qui existaient déjà il y a un siècle, vous vous rendrez compte que, exprimés en fraction de votre budget, en part de votre budget, ils ont tous considérablement baissé. Et ce qui a permis cette baisse, c'est l'énergie. Donc en fait, notre pouvoir d'achat, c'est l'énergie parce que c'est les machines au travail. Donc, ce que je vous ai raconté dans la première partie de cette intervention, c'est que Mère Nature a fourni gratuitement, parce que ça a été gratuit, du pétrole, du gaz, du charbon et marginalement des chutes d'eau, de l'uranium et du vent. J'insiste sur le fait que c'est gratuit. La formation du pétrole est gratuite. Le pétrole, c'est des résidus de plancton qui a vécu dans la mer entre il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Personne n'a payé un centime pour que le pétrole se forme. Donc le pétrole est aussi gratuit que le vent. C'est dans les deux cas de figure, c'est d'aller le chercher qui coûte quelque chose.
Donc, ces combustibles fossiles ont permis de mettre des machines en mouvement à travers leur combustion et ça a permis de transformer à vitesse accélérée tout ce qui nous est tombé sous la main pour fabriquer à peu près tout ce que nous avons envie de faire. Et dernièrement, des pantoufles connectées, des, je sais pas quoi, des poêles à frire connectés, tout un tas de trucs absolument essentiels pour l'existence. Ça nous a également permis de déformer la structure des métiers, ça nous a permis de déformer la structure de l'habitat, donc les gens habitent en ville pour l'essentiel, ça nous a permis de libérer du temps, parce que comme on ne travaille plus, parce que c'est les machines qui bossent à notre place. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, mais globalement, eh bien, ça nous a permis de partir en vacances 5 semaines par an, ça nous a permis d'avoir les week-ends, ça nous a permis de travailler 35 heures par semaine, ça nous a permis de faire des études longues, ça nous a permis de prendre notre retraite. Tout ça, c'est des conséquences de l'énergie abondante. Il y a deux facteurs limitants à cette affaire. Je vais maintenant vous parler rapidement d'un des deux facteurs limitants, qui est le changement climatique. Il ne faut pas oublier l'autre facteur limitant, qui est le fait que, comme ces ressources ne sont pas renouvelables, eh bien, elles sont condamnées à s'épuiser, c'est-à-dire que leur extraction est condamnée à passer par un maximum pour décliner derrière, ce qui est une autre manière de dire, pardon, que la décroissance est inéluctable, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. La question n'est pas tant de savoir si on va y échapper, la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on arrivera à s'en accommoder. Voilà, donc maintenant je vais vous parler très rapidement du changement climatique, puisqu'il vous concerne de près. Alors je vais commencer par ce camembert. Dans l'agriculture, c'est quand même de circonstance de s'occuper des camemberts. Et ce camembert vous donne la part de chaque activité humaine ou d'un certain nombre d'activités humaines dans les émissions de gaz à effet de serre qui modifient le climat. Alors, une bonne partie des émissions, 20% environ, c'est le fait des centrales à charbon. Alors, une centrale à charbon, c'est quoi? C'est un endroit où on brûle du charbon pour faire de la chaleur. Avec cette chaleur, on va créer de la vapeur sous pression. Et avec cette vapeur sous pression, on va faire tourner une turbine qui entraîne un alternateur, comme dans votre voiture, qui va fabriquer de l'électricité, qui va produire de l'électricité. C'est exactement comme une centrale nucléaire, une centrale à charbon, sauf qu'au lieu de faire la chaleur avec une réaction nucléaire, on la fait en brûlant du charbon. Le charbon, brûler le charbon, ça fait du CO2, et donc 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout gaz confondu, y compris le méthane et le protoxyde d'azote, vient des centrales à charbon. 7% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les centrales à gaz et à fioul, donc c'est le même principe, on prend des hydrocarbures, on les brûle, ça fait de la vapeur, etc. 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont le fait des cimenteries. Alors, ce qui se passe dans une cimenterie, c'est qu'on prend du calcaire, on le chauffe très très fort, c'est ça qu'on fait dans un four à ciment, et ça casse le calcaire en deux morceaux, d'un côté de la chaux vive et de l'autre côté du CO2, et cette chaux vive, on la mélange à tout un tas de poudre de perlimpinpin, et ça fera du clinker puis du ciment. Donc ça, c'est 7% des émissions mondiales. La cimenterie est l'industrie la plus émissive, c'est la première des industries émissives dans le monde. 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le reste des émissions directes de l'industrie. Là-dedans, vous avez encore l'aciérie qui fait 4%, vous avez les chimies qui ne doivent pas être très loin. Après, l'industrie manufacturière, c'est beaucoup moins émissif parce que vous chauffez très peu et vous utilisez surtout de l'électricité pour transformer. L'électricité, du coup, les émissions sont déjà comptées là. 5% des émissions mondiales, c'est les chaudières de bâtiments. Alors, ça peut vous paraître pas beaucoup, parce qu'en France, c'est beaucoup plus, mais en fait, tous les bâtiments ne sont pas chauffés dans le monde. Et puis, en France, on n'a pas de centrale à charbon, on a moins de centrales à gaz, on n'a pas autant de cimenteries qu'en Inde ou en Chine. Et donc, ces parts de camembert-là sont beaucoup plus petites. Et puis, ici, il va également y en avoir des plus petites, ce qui explique que cette part-là puisse être plus grosse. 14% des émissions mondiales, c'est les transports, dans lesquels la flotte mondiale de voitures, c'est 6%, la flotte mondiale de camions, c'est 4%, et la flotte mondiale de bateaux, c'est 2%, et avions avant Covid, 2%. 20% des émissions mondiales, c'est l'agriculture. Alors là, vous êtes directement concernés. Vous allez voir que… Alors, pardon. Les gaz qui sont à l'origine de ces émissions, c'est un petit peu le diesel du tracteur, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est surtout des gaz qui ne sont pas du CO2. Il y en a deux en particulier, le protoxyde d'azote et le méthane. Alors, le méthane, je vais vous en parler dans une planche. Ça vient des ruminants et ça vient des rizières essentiellement. Mais vous avez également du protoxyde d'azote qui est émis par les sols agricoles. Alors, le protoxyde d'azote est un gaz qui se dégage après épandage des engrais azotés. Donc, les engrais azotés dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on les épand dans les champs, mais c'est exactement pareil quand on épand des déjections animales dans lesquelles il y a des composés azotés,
eh bien, une partie de ces composés azotés réagit avec la flore microbienne du sol et ça vous fait un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre, 300 fois plus puissant que le CO2, qui est émis par les sols agricoles. Vous avez également du méthane, qui est le gaz de la putréfaction, hein, c'est le gaz de la décomposition, de la fermentation. Si vous avez entendu parler des méthaniseurs, les méthaniseurs, c'est un endroit où on fait fermenter des matières végétales pour produire du méthane, qui est la molécule principale du gaz naturel, CH4. Alors, du méthane, il s'en forme naturellement dans les rizières parce que là, vous avez des débris biologiques qui se décomposent à l'abri de l'oxygène de l'air, comme dans les marécages. Et vous en avez dans les estomacs des vaches, puisque dans Panse, Caillet, Feuillette et Bonnet, très bonne tripe, eh bien, vous avez du méthane qui se forme et le méthane ressort par là et non pas par là pour l'essentiel. Enfin, 11% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est la déforestation. Alors, la déforestation est un processus amont de l'agriculture pour l'essentiel. On coupe des forêts pour faire des champs. Et les deux déterminants principaux de la déforestation, voire essentiels, c'est la croissance démographique. Plus on est nombreux, plus on fait de surface agricole. Et l'augmentation de la part de viande dans l'alimentation, puisque plus on veut manger de viande et plus on a besoin de surface pour fournir les végétaux qui vont nourrir ces bestioles-là. Enfin, vous avez 7% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de processus divers, la gestion des déchets, les fuites de fluides frigorigènes, etc. Donc, ce que vous voyez, c'est que l'agriculture et son déterminant amont qui est la déforestation. Donc, on déforeste pour mettre des palmiers, on déforeste pour mettre du soja, on déforeste pour faire des cultures vivrières, etc. Voilà, pour tout ça. Eh bien, c'est un tiers des émissions planétaires. Donc, l'agriculture, ce n'est pas du tout négligeable dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et c'est un sujet dont il faut absolument s'occuper. Alors, il faut absolument s'en occuper, tout en sachant que par ailleurs, à cause de l'énergie, les agriculteurs aujourd'hui ont la portion congrue des revenus. C'est-à-dire que le PIB de l'agriculture en France, ça doit être 2%, oui, c'est ça, ça doit être 2% du PIB français. Donc, les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'argent, globalement, et c'est compliqué de leur dire faites ce qu'il faut pour que tout ça, ça disparaisse. Là, on ne veut plus en entendre parler. Donc, si on veut que l'agriculture devienne beaucoup moins émissive en gaz à effet de serre, ça ne peut pas reposer sur les épaules des seuls agriculteurs, ça doit reposer sur un contrat qui est plus large et qui englobe l'essentiel de la société. On en parlera peut-être tout à l'heure au moment des questions. Les 2 tiers des émissions planétaires sont liées à l'énergie, mais donc, je le répète, l'agriculture, c'est quelque chose de très significatif. L'agriculture et son processus amont, qui est la déforestation. Alors, dans les émissions de méthane, qui constituent l'essentiel de ces 20% d'origine agricole, on ne trouve pas que l'agriculture, mais on trouve surtout l'agriculture. Ici, vous avez la décomposition des émissions mondiales de méthane par source. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les décharges, landfills. Je suis désolé, c'est en anglais, encore une fois. Rice paddies, c'est les rizières. Donc là, vous voyez un premier gros paquet, c'est les rizières. Ça, c'est le cheptel. Vous avez 1,5 milliard de vaches dans le monde. Le premier cheptel se trouve au Brésil, avec 200 millions de têtes, si ma mémoire est bonne. C'est aussi une cause de déforestation au Brésil. Donc, le cheptel bovin est la première cause d'émissions de méthane dans toutes celles qui sont inventoriées ici. Après, ici, vous avez les feux de forêt. Et pourquoi les feux de forêt émettent du méthane alors que le méthane brûle? Parce que le gaz naturel brûle. Tout simplement parce que quand vous avez des feux de forêt, vous avez une partie du bois qui est chauffée par le feu, dont le méthane s'échappe, parce que le méthane se produit à ce moment-là par fractionnement des molécules organiques, sans être brûlé. Donc, les feux de forêt produisent du méthane. Ici, vous avez la ventilation des mines de charbon. Le méthane, c'est le constituant principal du grisou. Et donc, on ventile les mines pour éviter aux mineurs de sauter en l'air. Ici, vous avez les fuites de gaz dans les réseaux de distribution de gaz. Vous savez qu'à Paris, périodiquement, il y a un immeuble qui saute parce qu'il y a eu une fuite de gaz. Donc, il y a des fuites. Heureusement, l'essentiel des fuites de gaz ne font pas sauter d'immeubles, mais enfin, elles existent quand même. Vous avez là. Et enfin, ça, c'est le gaz, le méthane qui part directement dans l'air dans l'exploitation pétrolière. Parce que quand vous sortez du pétrole, il y a toujours un peu de gaz qui est associé au pétrole, un peu de méthane, et il y a des endroits où on le laisse partir dans l'air. C'est pas bien, mais on fait quand même. Donc, vous voyez que sur l'ensemble des émissions de méthane, eh bien, les 2 premières causes, de loin, sont d'origine agricole. Alors, avec tout ce que je viens de vous raconter, vous avez ici quelque chose d'intéressant à regarder, qui sont les émissions de gaz à effet de serre par kilo de nourriture. Alors, dans les questions qui me sont parvenues avant cette intervention, il y a quelqu'un qui a fait remarquer que c'était idiot de compter par kilo et qu'il valait mieux compter par kilo de protéines ou par kilo d'hydrate de carbone. C'est tout à fait vrai. Mais vous allez voir que pour ce que je vais vous dire maintenant, ça ne gêne pas quand même ce que je m'apprête à vous raconter.
Et par kilo de nourriture, vous avez les émissions de méthane, quand c'est des produits animaux, notamment des ruminants. Donc, vous êtes pouf, 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 ici, voilà. Hein. Fromage à pâte cuite, hein, pour le compter. Vous avez les émissions de protoxyde d'azote, donc ça c'est toujours dans les produits animaux, mais aussi dans les produits végétaux, puisque dans les produits végétaux, bah, vous avez du protoxyde d'azote puisque vous cultivez, vous avez des cultures. On ne le voit pas bien. Et enfin, le CO2, c'est ce qui vient de la mécanisation. Donc là, vous voyez, pour la pêche, par exemple, eh c'est le diesel du bateau. Mais pour le fromage, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de diesel quand on fabrique le comté dans la fruitière. Vous avez tout à fait raison. Sauf que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le diesel de la mécanisation à l'amont. Alors vous, en l'occurrence, vous n'êtes pas trop concerné. Mais enfin, dans les endroits où il y a beaucoup de cultures végétales avec beaucoup de passages de tracteurs, eh bien, ça fait énormément de CO2. Et par ailleurs, vous avez également le CO2 de la fabrication des engrais, oui, pardon, que vous retrouvez ici. Alors là, c'est pareil. Dans les appellations AOC où il y a peu d'engrais de synthèse, cette partie-là est plus faible. Là, c'est une moyenne. Voilà en gros comment ça se… Mais quand c'est de l'emmental, pas de Savoie, j'ai envie de dire. Vous avez quelque chose de significatif ici. Ce que je voulais surtout vous faire remarquer avec ce graphique, c'est que vous voyez que plus vous allez vers la droite, c'est-à-dire plus vous allez vers des gros animaux, et plus les émissions par kilo sont importantes. Or, il se trouve qu'avec l'énergie, le sens de l'histoire a justement été de nous emmener de la gauche vers la droite. On mangeait 5 fois moins de viande par personne et par an en 1800 qu'aujourd'hui en France. On mangeait essentiellement des produits végétaux. Donc, on mangeait, vous voyez, des pommes de terre, du pain, etc., des oignons, enfin bon, bref, on avait mauvaise haleine. Puis, on s'est mis à manger des petits animaux. Rappelez-vous de Henri IV et de sa poule au pot. Puis, on s'est mis à manger des plus gros animaux, des cochons. Et en fait, manger du bœuf, le bœuf de chair, c'est quelque chose qui est une marque des civilisations à l'énergie abondante. Dans les temps anciens, quand on mangeait du bœuf, c'était du bœuf de réforme. C'est-à-dire que c'était de la vache laitière de réforme, ou bien c'était de l'animal de trait de réforme. Mais enfin, on n'élevait pas, on ne réservait pas des surfaces à des animaux paresseux qui ne faisaient rien de leur journée, juste pour pouvoir les manger derrière. Donc, ce que vous voyez, c'est que le sens de l'histoire nous a emmenés vers de plus en plus de consommation de gros animaux. Et dans un monde où l'énergie se raréfiera, eh bien, on refera une partie du chemin dans ce sens-là. Alors, je vous ai parlé de l'agriculture sous l'angle émission. Maintenant, je vais vous en parler sous l'angle conséquences. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère? Eh bien, ils y restent. C'est ça le problème. Le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre que nous trouvons dans l'atmosphère, a une caractéristique chimique très désagréable, c'est qu'une fois qu'il est dans l'atmosphère, il est inaltérable. C'est-à-dire que tant qu'il est dans l'air, il est éternel. Pour que le CO2 s'épure de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où il va être soit absorbé par les végétaux, soit dissous dans l'océan. À cause de cette caractéristique du CO2, le changement climatique est un processus qui n'a pas de réversibilité à l'échelle des temps historiques. C'est-à-dire que le climat de l'an 2000, on ne le reverra jamais. Et même le climat de l'an 2020, on est parti pour ne plus jamais le revoir. Parce qu'avec ce qu'on a déjà émis comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat va continuer à se déformer de toute façon pour des siècles et des milliers d'années à venir, sans qu'on ne puisse rien y faire. Ce qu'on peut encore faire, c'est limiter l'ampleur du changement. Et ça dépend de la limitation des émissions que nous allons occasionner. Mais les émissions passées sont déjà suffisantes pour que le climat devienne très différent en 2050 de ce qu'il était en 2000. Alors, dans les choses qui vont se produire, cette déformation du climat est liée au fait qu'un gaz à effet de serre est un gaz qui absorbe les infrarouges terrestres, donc la chaleur émise par la Terre, on va dire, qui absorbe ça avant que ça s'échappe dans l'espace. Et donc, il y a une espèce d'effet de couverture qui augmente la quantité d'énergie qui est disponible dans le sol et les basses couches de l'atmosphère. Et donc, ça réchauffe l'ensemble, mais ça ne fait pas que ça. Ça a d'autres effets. Et alors, dans les autres effets que ça a, l'augmentation de cette quantité d'énergie emportée dans le sol, les océans et les basses couches de l'atmosphère, c'est que ça va modifier les précipitations. Alors, vous voyez ici une carte qui représente l'Atlantique Nord des États-Unis jusqu'à la Sibérie, avec l'évolution des précipitations dans un monde qui se réchauffe. Alors, ce que vous voyez, c'est que très au nord, en vert et bleu, les précipitations augmentent, mais au pourtour du bassin méditerranéen, et le pourtour du bassin méditerranéen dans cette affaire, il va jusqu'à l'Île-de-France, hein, eh bien, vous voyez que c'est plutôt une baisse des précipitations à laquelle on doit s'attendre, avec des endroits où ça devrait être particulièrement marqué, dont un, tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose, la Syrie.
Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que dans la région méditerranéenne, donc dans ce rectangle-là, eh bien, les précipitations, l'humidité des sols, en gros, va baisser de 10% par degré de réchauffement. Donc, dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés, vous vous rappelez que c'est l'objectif de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 2 degrés, eh bien, l'humidité des sols dans cette région-là perd déjà 20%. Dans un monde qui se réchauffe de 4 degrés, l'humidité des sols perd 40%. Dit autrement, une bonne partie des cultures que nous connaissons aujourd'hui et des pâturages que nous connaissons aujourd'hui ne seraient plus possibles dans un monde à 4 degrés. Et même dans un monde à 2 degrés, ça va très significativement changer. Ici, vous avez l'Europe centrale. Alors, l'Europe centrale, vous voyez que la tendance est beaucoup moins marquée, sauf que, en fait, c'est la somme de deux tendances très différentes, qui est une augmentation des précipitations et de l'humidité des sols au nord et une diminution quand même des précipitations et surtout de l'humidité des sols sur le sud de la zone. Donc en France, il faut malheureusement s'attendre à ce que l'été 2018 et l'été 2019 se répètent de plus en plus souvent et je pense que là, je ne viens pas de vous annoncer une bonne nouvelle. Et non seulement il faut s'attendre à ce que ça se répète, mais il faut s'attendre à ce que ça s'amplifie. Alors, ces évolutions vont notamment avoir pour conséquence une baisse des rendements des cultures. Ici, vous voyez des projections qui ont été faites dans lesquelles on imagine, c'était dans le dernier rapport du GIEC, que ça baisse de 1 à 2% par décennie. Alors, ce n'est pas énorme, vous allez me dire, mais enfin, ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est marqué. Pardon. Et c'est quelque chose qu'il faut conjuguer avec une autre évolution qui est la croissance démographique, qui a conduit à une diminution très nette de la quantité de terres cultivables par personne en l'espace de, là vous voyez, un peu moins de 60 ans, 55 ans. Il y avait 1,5 hectare cultivable par personne en 1960, en moyenne mondiale. On est aujourd'hui à 0,7. Et on arrive à nourrir tout le monde parce que ces 0,7 sont shootés aux combustibles fossiles, tracteurs et engrais, alors que là, ce n'était pas le cas. Mais quand les combustibles fossiles vont commencer à faire défaut et que ça sera plus difficile d'avoir des tracteurs et des engrais, eh bien évidemment, on va avoir un énorme problème d'approvisionnement agricole. Sur ce graphique qui a été publié par le GIEC il y a maintenant un an, plus ou moins 6 mois, je ne me rappelle plus, vous avez un certain nombre de conséquences du réchauffement climatique qui sont évoquées. Alors là-dedans, il y en a deux qui vous concernent directement. Il y a l'érosion des sols. Vous voyez que le changement climatique aggrave l'érosion des sols. Et c'est normal parce que vous avez des précipitations intenses qui deviennent plus fréquentes. Donc ça érode les sols, surtout si ça tombe sur des sols qui, par ailleurs, ne reçoivent pas la pluie très souvent. Et puis, vous avez, alors ici, c'est les cultures tropicales, ça ne vous concerne pas trop. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'à cause de l'augmentation des sécheresses et d'autres pressions que vous allez avoir sur les cultures, les ravageurs, parce que les petites bêtes se déplacent plus vite que les grosses, vous avez par exemple des champignons qui se mettent à remonter vers le nord. Alors ça ne vous concerne pas vous directement, mais chez les champenois, vous avez aujourd'hui du mildiou, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, ils n'en avaient pas. Donc vous avez des pressions sur la végétation, à la fois, j'ai envie de dire, naturelles, et cultivée, qui fait que le GIEC dit qu'à partir de 2,5 degrés ou 3 degrés, le code violet, là, c'est des conséquences qui sont généralisées et irréversibles, vous allez avoir une insécurité alimentaire qui va devenir généralisée et irréversible sur Terre. Alors l'insécurité alimentaire généralisée et irréversible, vous savez comme moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça devient le bazar partout, parce que quand les gens n'ont plus de quoi manger, en général, ils ne deviennent pas sympathiques. Alors, si on veut éviter ce genre de plaisanterie, et je vais finir par ça, vous avez ici un graphique qui vous donne le cahier des charges de ce que ça signifie de tenir, j'ai envie de dire, les 2 degrés dont tout le monde parle en ce moment. Ce graphique, il vous dit quelque chose de très simple. Il vous dit que c'est une superposition de simulation, mais vous voyez que ça suit en gros une droite. Et donc, la manière dont il faut le comprendre est assez simple. Ça vous dit qu'en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère, qui est graduée ici, donc 1000 milliards de tonnes, 2000 milliards de tonnes, etc., eh bien, la température entre l'ère pré-industrielle et 2100 se réchauffera d'un certain nombre de degrés. Dit autrement, je vous donne la quantité totale de CO2 qu'on émet entre l'ère pré-industrielle et 2100, et ça suffit, quelle que soit la façon dont on l'aura émise, ça suffit pour vous dire, ben voilà, entre l'ère pré-industrielle et 2100, le climat va se réchauffer de temps. Alors, tout ça peut paraître un peu abstrait, passons à l'application concrète. À fin 2018,
l'humanité avait déjà mis dans l'atmosphère un peu plus de 2000 milliards de tonnes de CO2. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, les 1,5 degrés, on va les passer à un moment ou à un autre. Donc, d'ici à 2100, les 1,5 degrés, on les passera. Et inversement, si on veut tenir les 2 degrés, ça veut dire qu'on doit limiter les émissions planétaires cumulées à 3000 milliards de tonnes, dont 2200 ont déjà été émises. Ce qui veut dire en pratique, et c'est de là que vous voyez les grandes déclarations qui sont faites sur la baisse des émissions, etc., ça veut dire que les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, pour dire les choses de façon extrêmement simple. Donc d'ici à 2050, eh bien, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Et en France, ça veut dire en gros les diviser par 5 à 6, si on est sur un régime communiste où chacun arrive à 0. Donc, dans cette histoire-là, bien évidemment, il va falloir s'attaquer aux voitures et aux bâtiments, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi s'attaquer aux vaches. Donc, je pense que nous allons avoir une discussion intéressante sur la façon de faire ça. Voilà, j'ai fini cette première partie et donc maintenant, je vous propose de passer aux questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'Emmanuel avait déjà envoyé une question par le Google Form et il a réagi aussi en disant que les chiffres du graphique sont en fait issus de la méthode de l'analyse des cycles de vie, qui n'est pas adaptée à l'agriculture. Emmanuel, est-ce que toi, tu souhaites prendre la parole pour t'expliquer et poser ta question? Oui, à moins que Jean-Marc, vous voulez répondre avant? Non, je veux bien comprendre la question. D'accord. Oui, ce qui me gêne beaucoup dans les comparaisons, c'est des comparaisons que vous avez faites, c'est qu'on compare du CO2, enfin des gaz à effet de serre fossiles avec des gaz d'origine biogénique qui font partie d'un cycle. Donc je trouve que le méthane ne fait pas partie d'un cycle. Le méthane n'a pas de puits. Le méthane se décompose bien. Non, il met… il met 10 ans pour se décomposer le méthane. Bah oui, mais ce n'est pas une semaine. En oui, gros, mais 10 ans à effectif, à cheptel constant, on ne peut pas considérer… Ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qu'il faut regarder, quand vous regardez un gaz à effet de serre, il faut à la fois regarder sa durée de vie et sa capacité d'absorption des infrarouges. Or, le méthane a une capacité instantanée d'absorption des infrarouges qui est de l'ordre de 100 ou 200 fois celle du CO2. Donc, si vous composez ça avec le fait qu'effectivement, sa durée de vie est plus courte que celle du CO2, mais néanmoins de 10 ans, vous avez quand même un effet réchauffant qui est considérablement plus fort que celui du CO2. Donc, ce qui se passe avec le carbone, c'est que le carbone passe dans l'herbe. Donc, le CO2 est soustrait de l'atmosphère pour passer dans l'herbe. Là-dessus, la vache mange l'herbe. Et une partie de ce carbone ressort de la vache sous forme de méthane. Donc, vous avez soustrait du CO2 à l'atmosphère, vous lui avez mis à la place du méthane. Et bien ça, malheureusement, ce n'est pas un cycle fermé. Oui, j'entends bien, mais à cheptel constant, il n'y a pas accroissement. C'est-à-dire qu'il y a bien une émission et il y a une absorption. Donc, si on ne fait pas évoluer le cheptel, et c'est le cas en France, parce que le cheptel bovin, notamment, a plutôt tendance à régresser, on ne peut pas considérer que les vaches participent à l'accroissement des gaz à effet de serre. Si, elles participent aux émissions. C'est déjà fait, quoi. Ouais. Non, elles participent aux émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que tous les ans, les vaches mettent dans l'atmosphère du méthane et elles le mettent en plus des sources naturelles. Il y a toujours eu un cycle naturel du méthane sur Terre. Mais on peut très facilement montrer à partir de carottage que la concentration en méthane s'est mise à augmenter de manière très significative à partir de la révolution agricole. Donc les vaches participent à l'accroissement de la concentration en méthane, malheureusement. Je ne comprends pas comment ça peut marcher. Parce que vous ouvrez des robinets les uns derrière les autres. Donc, vous ouvrez un premier robinet qui s'appelle la première vache, après un deuxième robinet qui s'appelle la deuxième vache, après, etc. Il y a de plus en plus de vaches dans le monde, donc le robinet n'arrête pas d'augmenter. Mais même non, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Pour la France, le cheptel diminue. Donc, oui, mais vous ne pouvez pas dire que la vache supplémentaire est celle qui est créditée de la totalité de l'accroissement. En fait, quand vous ouvrez un robinet supplémentaire dans une baignoire et que la baignoire déborde, c'est la faute du dernier robinet que vous avez ouvert ou c'est la faute du premier ? Justement, en France, on n'ouvre pas de robinet. On a plutôt Oui, mais sauf que l'atmosphère se brasse. Le problème des émissions de gaz à effet de serre, c'est que la durée de brassage de l'atmosphère est de l'ordre de l'année. Donc, pour un gaz qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 10 ans, le lieu des émissions n'a aucune espèce d'importance. Donc, que le méthane soit émis en France, en Inde ou au Brésil, ça n'a aucune espèce d'importance.
Bah, on paye quand même pour les autres aussi, là, pour le coup. Je ne sais pas si on paye pour les autres à ce stade. Là, pour le moment, moi, je vous parle de physique. Donc, la physique vous dit que le lieu des émissions n'a strictement aucune espèce d'importance. C'est comme ça. Et c'est également vrai pour le CO2. C'est bien pour ça, du reste, que c'est légitime de faire des analyses dans lesquelles on agrège des émissions qui ont lieu partout dans le monde, ce qui serait totalement invalide si vous aviez des sources qui sont locales avec des effets locaux. Par exemple, l'empreinte eau est quelque chose qui, de mon point de vue, est beaucoup plus discutable parce que additionner un litre d'eau en Norvège et un litre d'eau au Sahel, j'en vois pas vraiment la logique. Par contre, en ce qui concerne les émissions, c'est le même déversoir, c'est-à-dire l'atmosphère dans lequel se retrouvent toutes les émissions planétaires. Et comme je vous le disais, ça se brasse. Vous ne pourriez pas tenir ce raisonnement pour l'ozone, par exemple, qui est un gaz qui est mis dans l'atmosphère, mais avec une durée de vie très courte. Donc, les émissions d'ozone qui ont lieu en France emmerdent essentiellement les Français. Ça enquiquine extrêmement peu les manchots de l'Antarctique. Par contre, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, ça ne marche pas comme ça. Oh mince, désolée, j'ai coupé le micro à Jean-Marc. Oui, c'est pas grave. J'ai fait une mauvaise manip. Je m'en suis rendu compte. Tout ce qui est émis partout dans le monde arrive dans la même atmosphère et donc vous avez une homogénéisation de ce qui s'y met. Après, il faut bien voir que la constance des émissions ne garantit pas pour autant l'innocuité des émissions. L'innocuité des émissions, vous l'avez à partir du moment où les émissions constantes ne sont pas supérieures au puits. Donc, à partir du moment où, alors le puits, effectivement, en ce qui concerne le méthane, il est atmosphérique. Le méthane, il est dégradé par des radicaux hydroxyles dans l'atmosphère. Mais ces radicaux hydroxyles sont capables d'épurer une certaine quantité de méthane qui arrive par an. Et si vous en mettez plus, eh bien, le surplus s'accumule. Donc, en ce qui concerne le méthane, ce n'est pas la constance des émissions qui est importante. Enfin, c'est un élément d'appréciation. Mais ce qui est vraiment important, c'est comme pour le CO2, il faut qu'à un moment, les émissions redeviennent inférieures à ce que le puits naturel est capable d'épurer. C'est ça le but. Je crois que la question du changement climatique, elle est difficile à appréhender dans le sens où on a l'impression que si chez nous, les choses se passent bien, il n'y aura pas de conséquences. Or, ce sont des phénomènes qui sont globaux. Donc, ce n'est pas parce qu'en France, on va limiter le nombre de vaches par exploitation ou on n'augmentera pas le cheptel que le cheptel qui existe n'émettrait plus de méthane et de CO2. Et j'ai oublié de donner quelques règles au niveau de l'échange, qui est en fait, il y a des personnes qui m'ont envoyé en avance des questions, donc effectivement Emmanuel, et pour gérer un peu, parce que nous sommes 120 là, donc ce que je vous propose, c'est déjà peut-être balayer les questions qui ont été envoyées en amont, et ensuite on verra si nous avons le temps pour, aborder d'autres questions. Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord comme ça ? Oui, très bien. Très bien. Alors, j'ai fait un classement en fait des questions qui sont remontées et vous pouvez toujours passer vos questions à travers le chat. J'ai des collègues qui vont m'aider à les transférer sur un document que je consulte en même temps. Donc, j'ai mis en avant surtout les questions qui ont été posées par des agriculteurs. Parce qu'il y a d'autres questions qui ont été également posées par des techniciens et des conseillers agricoles, mais j'ai mis la priorité sur les agriculteurs parce que nous avons organisé surtout cette webconférence à leur destination. Alors, il y a plusieurs questions qui concernent l'émission de carbone et de méthane. Donc, il y avait la question justement d'Emmanuel vient de poser. Et il y avait une question aussi qui est liée à l'émission de carbone par rapport au sous-sol terrestre. Donc, ça concerne peut-être aussi la gestion des prairies, le retournement des prairies, etc. C'est Sylvain qui est agriculteur dans le Doubs, qui demandait est-ce qu'on peut aujourd'hui arrêter de sortir du carbone du sous-sol terrestre ? Alors, du carbone sous forme d'énergie fossile ou du carbone dans les sols agricoles ? Je pense que c'est du carbone dans les sols agricoles. Oui. Sylvain ? Alors, la perte de carbone des sols agricoles, en fait, elle est due à plusieurs processus.
Au moment où les sols agricoles sont formés, j'ai envie de dire, essentiellement en général en prenant sur la forêt, hein, historiquement, dans les sols agricoles étaient des sols couverts de forêt. Par exemple, en Europe du Nord, en l'an 1000, le couvert forestier, c'était 80% de la surface du territoire. Aujourd'hui, ça doit être, je ne sais pas quoi, 20%. Donc, en fait, en France comme en Europe, les régions qu'on a laissées à la forêt sont essentiellement des régions qui ne sont pas commodes pour l'agriculture, des régions de montagne ou bien des régions où vraiment il poussait 3 brins d'herbe pour les moutons, là, comme dans les Landes. Quand on coupe la forêt, en fait, le sol va perdre du carbone parce que sous terre, il y avait toute la masse de carbone des racines qui vont lentement se minéraliser. Donc ça, c'est une première source d'émissions de carbone par les sols. Et ensuite, quand on laboure les sols, ce qu'on fait en général pour enfouir ce qui pousse dessus, hein, parce que c'est une forme de désherbage pratique, j'ai envie de dire, c'est également une forme de travail du sol qui est pratique dans les grandes cultures pour être sûr que les graines qu'on aura semées s'enfoncent bien, etc. Eh bien, on expose à l'air les racines et une partie des bestioles qu'il y a sous terre. Et du coup, ça va également se décomposer, c'est-à-dire se minéraliser. Et de cette manière-là, le sol perd du carbone. Donc, en fait, pour conserver le carbone dans les sols, il faut faire les opérations, j'ai envie de dire, inverses de celles qu'on a faites historiquement. Il faut planter des arbres, donc des haies, enfin, c'est l'agroforesterie. Et par ailleurs, labourer le moins possible ou arrêter de labourer. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, les deux grandes opérations qui permettent de remettre du carbone dans le sol. D'accord. Arrêter de labourer. Alors, il y a une technique dans les grandes cultures qui s'appelle maintenant le semis sous couvert, c'est-à-dire qu'on laisse pousser des plantes, des cultures intermédiaires sur les sols quand on n'a pas de culture à vocation alimentaire. Et au moment où on sème, alors c'est évidemment un truc qui fait hurler les gens qui n'aiment pas ça, on passe un grand coup de désherbant au lieu de labourer, donc un grand coup de glyphosate. Et puis là-dessus, on se contente de passer derrière avec une herse pour semer. Enfin, on gratte un peu, on sème. Et ça permet évidemment, ça permet d'éviter le labour. Donc ça a une vertu sur le carbone qui est non négligeable avec ce genre de technique. Oui, ce sont des techniques qui sont connues ici au niveau des agriculteurs, notamment dans les réseaux donc, qui travaillent avec l'association TRAM, parce qu'avant, nous avions l'association donc, des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols, à l'ACS, qui faisait partie de notre association. Et d'ailleurs, il y a François Tomboise, qui est agriculteur en Hauts-de-France, qui lui est un système justement d'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est le non-labour, c'est la couverture du sol permanente et un système de rotation donc, des cultures. Et lui, il disait qu'il faudrait, en fait, cette pratique agricole, c'est une pratique qui permet justement de pouvoir atténuer les effets du climat et il aimerait savoir comment augmenter plus ces surfaces qui ne sont pas aujourd'hui donc majoritaires. Mais je ne suis pas sûre que Jean-Marc puisse répondre à cette question, parce que ce qui est quand même très spécifique. Après, on va rentrer dans des considérations qui sont en général des considérations économiques. Oui, donc, je veux dire, les agriculteurs sont comme tout le monde des gens qui doivent avoir un compte d'exploitation. Et en général, c'est un des premiers déterminants de ce qu'ils vont faire. Donc, il y a… Voilà, donc, moi, je ne prétends pas avoir des… des réponses à tout. Oui, non, enfin… Ça va beaucoup dépendre de l'équation. Après, il y a beaucoup de gens, par exemple, aussi qui utilisent des cultures… Enfin, beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent maintenant les cultures intermédiaires pour faire de la méthanisation. Selon que vous avez un méthaniseur ou pas près de chez vous, ça change l'équation économique. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai envie de dire, oui, je sais que ça existe, mais c'est… Dire comment favoriser ça de manière spécifique demanderait de ma part une analyse économique que je n'ai jamais faite. D'accord, très bien. Alors justement, sur la question des cultures énergétiques,
ou des cultures qui permettraient d'alimenter des méthaniseurs, parce que nous avons aujourd'hui, donc vous n'étiez pas encore arrivé, donc nous avons, j'ai mon employeur en fait qui est là, qui est mon président national de l'association Tram, et qui est également donc un agriculteur qui fait de la méthanisation. Et donc, est-ce que en termes de bilan carbone, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux cultures énergétiques, par exemple? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire, Oui. est-ce que la méthanisation permet d'éviter plus de combustibles fossiles que les combustibles fossiles utilisés pour produire les cultures intermédiaires, c'est ça? Non, en fait, dans ma question, oui, il peut y avoir de ça, mais il y a le fait, qu'est-ce que ça fait, par exemple, de cultiver, d'avoir des cultures pour pouvoir alimenter notamment les méthaniseurs, d'une part. Alors, ça dépend beaucoup de la façon dont on a… En fait, les cultures énergétiques, d'une manière générale, s'inscrivent dans un schéma beaucoup plus large de concurrence d'usage des sols. On va dire que le sol, qui est disponible en quantité limitée, il peut être destiné à un des usages suivants. On peut le destiner à l'alimentation, directe ou indirecte, c'est-à-dire l'alimentation des hommes ou l'alimentation du bétail, enfin, ou d'animaux, plus largement. On peut le destiner à du bois, on peut le destiner à des services écosystémiques, donc en gros, la paix à ce qu'il y a sur le sol, et on peut le destiner à des infrastructures. Et dans les cultures intermédiaires, ou les cultures énergétiques, pardon, elles s'inscrivent dans le cadre de cet arbitrage. Alors, il se trouve qu'en ce moment, si on regarde la totalité des souhaits sociaux qui sont exprimés dans ces domaines-là, on a à la fois des gens qui souhaitent qu'on ait plus de surfaces qui sont dévolues à la biodiversité, donc il y ait plus d'endroits où on fiche la paix à ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Donc ça, évidemment, ce n'est pas disponible pour des cultures énergétiques, parce que si c'est disponible pour qu'on fiche la paix aux espèces vivantes, bah, c'est disponible pour rien d'autre. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, je dis que c'est… Voilà. Vous avez des gens qui réclament ça pour du matériau, donc du bois d'œuvre. À ce moment, alors le bois d'œuvre se marie éventuellement avec les cultures énergétiques dans la mesure où une partie des rémanents dans la sylviculture peut être utilisée pour faire de l'énergie, mais bon. Vous avez des gens qui réclament que l'agriculture soit moins intensive. À ce moment, ça veut dire qu'à production identique, elle a besoin de plus de surface. C'est logique. Là-dedans, vous avez des gens qui réclament une agriculture moins intensive avec le même type d'alimentation et d'autres qui réclament une alimentation différente parce qu'ils acceptent que ce soit comme ça que, j'ai envie de dire, on traduise le fait que l'agriculture est moins intensive. Vous avez des gens qui réclament cette surface pour faire des lotissements pavillonnaires. Voilà, donc j'ai envie de dire, répondre à la question est-ce qu'il faut faire des cultures à vocation énergétique? En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît si on regarde l'équation prise dans son ensemble. À titre personnel, moi j'ai envie de dire que la méthanisation, si on en fait, le premier usage auquel ça doit être réservé, c'est la substitution des carburants fossiles qui sont utilisés par les agriculteurs eux-mêmes ou éventuellement par des services publics dans le monde rural, le transport scolaire, les transports en commun, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on fait, hein. Aujourd'hui, les deux premiers usages de la méthanisation, c'est de la production électrique. Alors là, pour le coup, de mon point de vue, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que la production électrique en France, elle est déjà décarbonée, donc je ne vois pas pourquoi on mobiliserait du sol pour remplacer la production décarbonée qui est déjà là, et nommément le nucléaire. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être intéressant pour l'agriculteur dans le système d'aide qui existe aujourd'hui, mais du point de vue du pays, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et la deuxième chose qui est beaucoup faite aujourd'hui, c'est injecter le gaz dans le réseau, ce qui veut dire que ce gaz participera pour partie à chauffer, enfin à alimenter des chaudières à gaz, alors que ces mêmes chaudières à gaz, on pourrait les remplacer par des pompes à chaleur et de l'isolation. Donc la méthanisation aujourd'hui, si je replace ça dans un système global, j'y suis favorable, sous réserve que le premier usage soit un usage de substitution des carburants fossiles et non pas un usage de substitution de l'électricité décarbonée,
voire même un usage d'injection dans le réseau, bon, qui est déjà mieux que d'en faire de l'électricité, mais qui pourrait être évité. Voilà. Et là, il faut raisonner économie. C'est-à-dire quand la puissance publique met 1 million d'euros quelque part, est-ce que c'est mieux de le mettre dans une aide pour que les gens remplacent leur chaudière à gaz par des pompes à chaleur et à ce moment, ça évite du gaz fossile sans avoir besoin de faire de la méthanisation? Ou est-ce que c'est mieux de le mettre dans la méthanisation? Voilà. Après, il y a une deuxième question derrière qui est si l'agriculteur a besoin de revenus, est-ce que c'est en lui faisant faire de la méthanisation que c'est la meilleure manière de l'aider? Ce qui est un autre sujet. Donc, voilà, donc cette réponse est un peu longue, mais c'est juste pour dire que c'est toujours très, très difficile, et vous savez mieux que moi, dans le domaine agricole, de détacher une question de tout le reste du système. Oui, tout à fait. Nous sommes confrontés à ça au quotidien. Alors, pour continuer sur les émissions de gaz à effet de serre, j'ai une question qui est plus liée, donc, parce qu'ici, sur cette région, nous sommes en système de prairies naturelles, donc de prairies permanentes qui ne sont pas retournées au moins pendant 5 ans. Et donc, il y a un agriculteur qui demande comment on peut du coup calculer des émissions de gaz à effet de serre, donc liées à cette pratique spécifique d'élevage en système de prairies naturelles, quoi. Et comment on peut comment dire, atténuer les effets du changement climatique, hormis le fait d'arrêter l'élevage. Alors, quand on a, quand on a regardé la question de l'élevage dans le think tank là, dont je m'occupe, Shift Project, en fait, on n'a pas du tout dit qu'il fallait arrêter l'élevage. Parce que je vois que la question a été posée aussi là, dans le fil de discussion. Là. Voilà, quelle proposition faites-vous pour l'agriculture? Suppression de l'élevage. Alors la réponse est non. Pourquoi est-ce que la réponse est non? D'abord parce que le jour où il n'y aura plus de fertilisants azotés venant de l'industrie pétrochimique, il faudra bien disposer toujours de fertilisants et a priori les déjections des animaux, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien. La deuxième raison pour laquelle c'est non, c'est qu'il y a un certain nombre de zones en France, notamment les zones de montagne. Alors le Jura, c'est pas, on peut dire que ça fait partie des zones de montagne, où l'activité agricole la plus évidente, c'est l'élevage. C'est moins d'y faire des champs de blé. La troisième raison pour laquelle on pense que c'est non, c'est que comment dire, on peut très bien conjuguer une baisse significative du cheptel avec une augmentation de la rémunération des agriculteurs. Alors pour ça, ou des éleveurs. Alors pour ça, il faut faire un truc qui est une hérésie évidemment dans le monde moderne, mais enfin que le monde agricole connaît quand même bien, qui s'appelle l'encadrement des prix. Donc le système auquel on pense est un système qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui dans le monde des énergies renouvelables, qui s'appelle des prix garantis. Dans le monde des énergies renouvelables, le producteur éolien vous dit mon électricité coûte plus cher que l'électricité du réseau. Donc, si vous voulez que je fasse de l'éolien, vous allez me garantir que vous m'achèterez mon électricité au moins tant. Donc, si jamais le prix de marché est supérieur à tant, eh bien, la garantie ne joue pas. Par contre, si le prix de marché est inférieur à tant, vous me payez la différence. Et alors, ce qu'on se dit, c'est qu'on pourrait faire quelque chose d'identique dans le monde de l'élevage, avec l'équivalent du caractère renouvelable dans le monde de l'énergie, ça serait un cahier des charges. Dit autrement, on demanderait aux éleveurs de respecter un cahier des charges permettant de garantir la plus basse empreinte carbone possible, en échange de quoi il y aurait un prix garanti. Alors l'AOC Comté est déjà assez proche d'un système comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, les vaches sont dehors, elles sont au pâturage, elles mangent du foin. Bon. En échange de quoi le litre de lait est payé plus cher que si on le vendait à Lactel pour finir chez Carrefour. Bon. Voilà, l'idée, ça serait de renforcer ce système-là. Et avec un avantage supplémentaire, nous semble-t-il, c'est que tant qu'on n'a pas changé les règles du commerce mondial, tout ce qui est de l'ordre du cahier des charges et du label, c'est une protection contre les importations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de comté ailleurs que dans le Jura, c'est interdit. Donc je ne peux pas faire du comté en Angleterre ou en Norvège, ou en Pologne ou en Chine et dire c'est du comté. Non, on n'a pas le droit, c'est comme ça.
Voilà, donc ce à quoi on pense, c'est quelque chose de cette nature, c'est-à-dire, alors évidemment, la conséquence pratique, c'est que l'essentiel du cheptel qui disparaît dans un système comme ça, c'est le cheptel en stabulation, hein. C'est le cheptel, qui est nourri à l'ensilage et qui voit le pâturage, une fois tous les 36 du mois. Mais c'est un peu à ça qu'on pense, heu, si je réponds à la question qui Oui, est en fait, c'est aussi des systèmes qui existent déjà. Donc, il y a le comté, bien sûr, par rapport à déjà un cahier des charges. Par contre, pour le moment, je ne pense pas que l'empreinte carbone soit inclus dedans. Je dis peut-être des bêtises, donc il y a des producteurs de comté qui veulent me non, corriger, mais vous pouvez. non, non, faut, c'est un cahier des charges qui garantisse en fait, ce qu'il faut, c'est que le cahier des charges garantisse l'empreinte carbone. C'est-à-dire autrement, il ne s'agit pas de la calculer exploitation par exploitation. Mhm. Il s'agit de donner un cahier des charges en disant, ben voilà, vous ne retournez pas les prairies, vous faites ceci, vous faites cela, vous mettez au moins tant de les parcelles, vous mettez au moins tant de haies par parcelle, enfin des trucs de cette nature. Et en échange de quoi, je vous achète le litre de lait, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centimes au moins. Enfin, voilà. C'est un système comme ça, à mon avis, qu'il faut être capable de mettre en place. Et en moyenne, ça fera le job. Ça ne sera pas la peine derrière de calculer exploitation par exploitation. Euh, c'est l'avantage des processus qui sont raisonnablement homogènes. C'est-à-dire que tous les producteurs de comté fonctionnent de la même manière. Ils ont tous des vaches, ils ont tous des pâturages, ils traitent tous leurs vaches et ils font tous le comté de la même manière. Donc, quand on a des processus assez homogènes comme ça, en fait, on n'est pas obligé d'aller faire des calculs dans des exploitations prises une par une. Mhm. Il Euh, suffit de en, en même, en même temps, c'est un peu l'intention quand même des éleveurs avec qui je travaille, hein, de continuer à améliorer leur système et donc de faire vraiment, d'aller jusqu'au calcul ferme par ferme, parce que même s'ils respectent tous le même cahier des charges, il y a des pratiques qui peuvent, dans la limite du cahier des charges, varier, quoi. Par exemple, nous travaillons avec un groupe qui s'appelle le J2E Herbe Avenir, qui regroupe une dizaine d'exploitations. Et à l'intérieur, on peut avoir des niveaux, par exemple, d'achat d'aliments complémentaires qui peuvent varier d'une exploitation à l'autre. Donc, ils cherchent toujours à améliorer quand même leur marge. Oui, non, Donc, mais ça, je ne dis pas que c'est interdit. Je dis juste que si on veut un système raisonnablement simple, euh, le système le plus simple, celui qui va demander le moins de temps à l'éleveur, c'est quand même un système de type cahier des charges. C'est ça juste ça. oui, il y a une remarque qui dit que le prix minimum garanti par rapport à un cahier des charges, c'est un système de commerce équitable. Oui, j'ai vu. Dans les systèmes ici, dans le système comté ici, en fait, ce sont les organisations de producteurs qui donc suivent ce cahier des charges et qui garantit le maintien d'un prix par rapport au comté. Mais dans l'idée que vous parlez là, par rapport au think tank, moi j'ai l'impression qu'on va aussi au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'une contractualisation peut-être par rapport soit des pouvoirs publics ou soit avec des citoyens. Oui, bien euh, sûr. pour que ce prix-là soit garanti, quoi. Bien C'est-à-dire sûr. que Ah non, mais c'est dans la file de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye la nourriture très peu cher, ce qui permet par ailleurs d'acheter des chaussettes, des cahiers, des ordinateurs, des meubles, des machins, etc. Euh, le mot de sobriété que tout le monde maintenant a présent à l'esprit, la contrepartie économique de cette sobriété, c'est que le prix de n'importe quoi augmentera. Et donc, on fera nécessairement des arbitrages. Et si on veut que la production de ce qu'on conserve se fasse dans des conditions qui soient environnementalement plus satisfaisantes, en termes de traduction économique, ça voudra dire nécessairement que les prix unitaires vont monter. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais ça veut dire que les changements, nous, là, on est avec des producteurs ce soir, mais effectivement, c'est déjà difficile de réfléchir aux changements à faire par rapport à l'organisation des filières, par rapport à la conduite des entreprises agricoles. Et là, il y a en fait, en quelque sorte aussi un changement en termes de mode de consommation où il faudrait que les consommateurs acceptent de payer plus cher la nourriture, quoi. Et là, ce n'est pas encore tout à fait gagné. Alors, on a une question justement liée entre les appellations d'origine contrôlées et protégées qui font quand même qu'il y a des territoires qui se spécialisent. Et donc, par rapport à cette spécialisation qui implique aussi des transports, du coup, puisque
dans une région, quand on est spécialisé sur un type de production, ça veut dire qu'il faut aussi le transporter ailleurs, quoi. Donc, un cahier des charges, la protection par rapport à une appellation d'origine, oui, mais ça veut dire aussi qu'on va aussi vers une spécialisation du territoire. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est-à-dire que vous vous dites ça sera plus difficile de transporter partout dans le monde ce qu'on produit? C'est ça. Et bah ça ça, c'est très clair. nécessite aussi de l'énergie, quoi. Donc, parce que bon, tout le comté fabriqué en Franche-Comté ne pourrait pas être consommé en Franche-Comté. Ah non, ça, on est d'accord. Cela étant, dans un monde où l'énergie devient moins disponible, en fait, ce qui va se passer, c'est que la circulation des marchandises deviendra un peu plus difficile, mais ça sera d'autant plus vrai que les marchandises valent pas cher par kilo de poids. Donc, à l'époque où l'énergie abondante n'existait pas, il y avait du commerce international, mais c'était limité à des denrées qui valaient très cher par unité de poids. Donc, c'était des pierres précieuses, de la soie, du sel. Le sel était un truc qui valait très cher par unité de poids. Mais on ne transportait pas des troncs d'arbres tout autour de la Terre et on ne transportait même pas des céréales tout autour de la Terre. On avait quelques cas de figure très particuliers, les céréales du Nil qui allaient jusqu'à Rome, enfin voilà, mais sinon, ça n'existait pas. Et donc, c'est à partir du moment où on s'est mis à avoir de l'énergie abondante et des transports qui valaient rien, qu'on s'est mis à transporter tout et n'importe quoi sur des milliers de kilomètres. Mais avant, ça n'existait pas. Cela étant, le fromage était quand même quelque chose qui se transportait, même avant. Et en fait, le fromage a précisément été fabriqué pour pouvoir facilement transporter le lait. C'était justement à ça que ça servait, le fromage. Pour la conservation et le transport. Tout à fait. Je veux dire, une meule de comté, vous la promenez assez facilement d'un bout à l'autre de la France, beaucoup plus facilement que la quantité de lait équivalente. Oui. Et ça nécessite peut-être aussi moins d'énergie pour la conservation, pour le froid, etc., quoi. Alors, il y a une question justement sur comment, en termes de changement de consommation, c'est comment concilier, par exemple, le fait de manger moins de viande, parce que c'est aussi une inquiétude des éleveurs, hein, tout en conservant donc la capacité d'élever un cheptel dans des endroits où on ne peut pas faire autre chose, quoi. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le prix minimum garanti. En gros, si on mange moins de viande, alors je vais le dire de manière encore plus illustrée. Le système dans lequel l'éleveur ne perd pas est un système dans lequel on divise le cheptel par 2, on augmente les prix par 3 en sortie de ferme, et les gens dépenseront la même quantité d'argent pour la viande pour en manger moins. Et la seule condition à laquelle c'est acceptable pour le consommateur final, c'est qu'il ressente une augmentation de qualité dans l'affaire, d'où le fait que ça doit nécessairement aller avec des cahiers des charges qui sont considérés comme étant, entre guillemets, bénéfiques à la fois à l'environnement et aux consommateurs. Donc, le seul système dans lequel ça peut s'inclure de façon, j'ai envie de dire, non perdante pour l'éleveur, est un système de cette nature. Et en fait, vous voyez bien que les circuits courts qui sont en train de se mettre en place en ce moment, les gens qui vendent directement sur les marchés, etc., ça participe exactement de cette équation économique. C'est-à-dire que c'est des systèmes dans lesquels, en général, le prix au kilo que l'éleveur récupère est un prix supérieur à ce qu'il aurait s'il vendait à des intermédiaires. Oui. Bon, je pense que je ne vais pas faire le débat ici parce que ce n'est pas le lieu, mais il y a des traiteurs qui vont dire que ce n'est pas une question simplement de pouvoir d'achat, de pouvoir acheter de la viande à un certain prix. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas à ce moment-là consommer la viande. Mais je garde cette question pour des débats après dans nos associations. J'ai une question pour compléter ça, c'est, alors je ne sais pas si on peut répondre à ça, quel est le niveau de vulnérabilité de l'élevage face au changement climatique? Alors, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. En fait, l'élevage, il a besoin de production végétale, pour commencer. Donc, il y a un premier niveau de vulnérabilité, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des prairies sèches tous les ans. Donc, vous avez déjà vu en 2018 et 2019 qu'il y avait eu des épisodes très, très secs et très chauds. Alors, malheureusement, ces épisodes-là vont se répéter et devenir plus intenses.
C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus d'étés chauds et secs avec dépérissement de la végétation. Malheureusement, c'est parti. C'est pas... Alors aujourd'hui, tant que ce n'est pas trop violent et qu'on a des camions qui peuvent transporter le foin d'une région à une autre, ce n'est pas encore trop méchant, même si de temps en temps, il y a des gens qui sont obligés d'abattre une partie de leur cheptel, hein, on voit déjà ça. Mais c'est quelque chose, malheureusement, qui va s'amplifier. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça, au sens de on peut pas l'éviter. Comme je disais tout à l'heure, le coup est parti. Alors, ou plus exactement, moins on s'occupera planétairement du changement climatique, puisque c'est un phénomène planétaire, et ça reboucle sur la question qui était posée tout à l'heure, qui est: est-ce que c'est aux Français de s'occuper des malheurs du monde? Non, ce n'est pas aux Français de s'occuper des malheurs du monde, c'est à tout le monde de contribuer à ce que le monde ne soit pas trop malheureux. Donc, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un monde qui baisse fortement ses émissions, c'est un monde dans lequel chacun fait sa part. On ne peut pas imaginer que c'est juste les autres qui vont s'en occuper. Mais comme le climat de demain, il va être aussi dépendant de ce que feront la totalité des autres êtres humains sur Terre, il faut se préparer comme si malheureusement les choses n'allaient pas très bien se passer sur le plan de l'évolution climatique. Et ça veut dire effectivement une production végétale qui va souffrir de plus en plus. Ah, je ne vous entends plus. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Oui, je disais qu'il y a aussi une remarque par rapport au fait qu'on parle beaucoup de la consommation de la viande, mais il y a une question qui dit, mais est-ce que ce n'est pas du même ordre le lait, par exemple? Est-ce qu'on consomme de moins en moins de fromage et de moins en moins de lait? Et est-ce que derrière ça… Je ne suis pas un spécialiste de la consommation de lait, malheureusement. J'aurais dû réviser mes fiches là-dessus. Et je ne suis pas capable de vous dire quelle est la part du lait qui part en lait à boire, en yaourt, en fromage à pâte dure, en fromage à pâte molle, etc. Donc, comme je n'ai pas cette information, malheureusement, je ne suis pas capable de… Enfin, oui, globalement, s'il y a moins de cheptel, il y a moins de lait. Mais je ne suis pas capable de vous dire sur quel type de consommation on peut imaginer que ça s'imputerait en premier. D'accord. Autrement, je ne sais pas si le premier à souffrir, c'est les producteurs de comté ou c'est Danone. Je ne sais pas. J'espère que ce sera Danone. Alors, j'ai une question d'un jeune agriculteur. Juste pour compléter cette réponse, en général, la lecture de l'histoire est très instructive. C'est-à-dire, si, ce que je pense, le comté est plus ancien que le yaourt chez tout le monde, la logique voudrait que dans l'autre sens, c'est ce qui est arrivé en dernier qui parte en premier. D'accord. Alors, donc le comté a encore de beaux jours dans lui, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il existe. Il y a un jeune agriculteur qui demande par rapport à la meilleure alternative possible, est-ce que c'est mieux de labourer ou c'est mieux d'utiliser le glyphosate par rapport au labour? En termes d'émissions, peut-être Alors, en termes de carbone, c'est malheureusement mieux d'utiliser du glyphosate. En termes environnementaux, je ne suis pas suffisamment spécialiste des effets indirects du glyphosate pour répondre. Donc, je ne sais pas. Bon, je crois que je suis en train de me réserver. Cela étant, dans les prairies, il me semble que le problème ne se pose pas trop. Non, au niveau du système de prairies, non, c'est plutôt au niveau des systèmes de culture. Encore qu'on peut détruire des prairies avec du glyphosate, hein, mais bon, ça, c'est peut-être pas… Voilà. J'ai des personnes de la direction de l'environnement qui font partie des participants, donc je vais entendre mes oreilles siffler, je pense, plus tard. J'ai fait à peu près le tour des questions, je crois, au niveau du chat. Il y a quelqu'un qui dit qu'on parle beaucoup de la limitation donc, des ressources énergétiques fossiles, mais on a très peu parlé donc d'autres alternatives. Est-ce qu'il y a des alternatives au niveau énergétique pour diminuer donc, ou pour prévenir donc, la disparition des énergies fossiles, ou alors la seule alternative, c'est de vivre autrement, quoi?
C'est plutôt la deuxième réponse. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les énergies fossiles nous ont sortis du monde des énergies renouvelables, qui étaient les seules énergies qu'on utilisait il y a 2 ou 3 siècles. Et elles nous ont fait passer par une phase transitoire où on a tous pu devenir Iron Man. Et malheureusement, ça sera à l'échelle de la durée de vie de notre espèce, puisque ça fait maintenant, je sais pas quoi, 100 000 ans qu'il existe Homo sapiens. Eh bien, la période des énergies fossiles sera une période très courte dans l'histoire de notre espèce. Donc, là-dedans, on a j'ai envie de dire, quelques parachutes. On a un premier parachute qui est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le fait d'être capable d'utiliser plus intelligemment cette nourriture pour machine, en rendant les machines plus efficaces, en étant plus sélectif peut-être dans les services qu'on leur demande. On a un deuxième parachute qui s'appelle le nucléaire, parce que le nucléaire est une énergie concentrée et pilotable comme les énergies fossiles, mais elle n'est pas fossile. Donc ça, c'est un deuxième parachute. Et puis, on a un troisième parachute qui est d'accepter ce qu'on appelle la sobriété, d'accepter une diminution volontaire des moyens matériels dont on dispose. Ce n'est pas toujours très simple parce que nous avons notamment une de nos pulsions primaires, j'ai envie de dire, qui s'appelle le statut social, le fait de vouloir grimper dans la hiérarchie et diminuer délibérément ce qu'on utilise, la taille de notre appartement ou la taille de notre maison, etc. C'est quelque chose qui va à l'encontre, pour beaucoup d'entre nous, de cette pulsion que nous avons, qui est de plutôt vouloir faire l'inverse. Donc la sobriété, c'est quelque chose qui ne se travaille pas avec de la technique, ça se travaille avec des ressorts qui sont de l'ordre de la sociologie, de la psychologie, etc. Mais c'est probablement quelque chose qu'on serait bien inspiré de regarder d'un peu près, parce que, encore une fois, on ne va pas pouvoir échapper à une décrue énergétique. Quand on regarde les ordres de grandeur de ce que sont capables de faire les énergies renouvelables modernes, l'éolien et le solaire, dont les pages de journaux sont remplies, en fait, on se rend compte que jamais, mais vraiment jamais, ça ne pourra remplacer les énergies fossiles. Et juste pour finir, donc, puisque nous atteignons donc 22h30, il y a quelques questions donc je ne pourrais pas faire le relais, je pense, parce qu'elles sont un peu longues et un peu compliquées peut-être pour aborder à l'heure qu'il est. Mais par contre, il y a une idée quand même par rapport au fait qu'on a l'impression du fait de la limitation donc, de la croissance par rapport à la disparition des énergies fossiles. Donc, du coup, c'est comme s'il y avait un retour en arrière où il faudrait réutiliser de la force traction animale, il faudrait mettre plus de travail, de l'énergie humaine dans le travail pour pouvoir donc, continuer, pas à vivre comme avant, mais en tout cas à vivre peut-être aussi bien, quoi, voilà. Il y a une idée qui traverse les questions par rapport à ça, sur le fait que sans énergie, comment on peut faire pour continuer à produire, notamment en agriculture? Est-ce qu'il faut réutiliser des animaux? J'ai eu plusieurs questions de ce type-là. Oui, alors je les vois les questions, hein. Sur le sujet des grosses exploitations qui sont plus efficaces que les petites, par kilo produit, c'est sûr. Maintenant, le but des grosses exploitations, c'est aussi de produire beaucoup plus. Donc, en fait, souvent, quand on regarde les nuisances unitaires, ce que les ACV fournissent, on se rend compte que ça pousse à l'intensification. Mais en fait, l'intensification a notamment pour conséquence d'augmenter aussi la production et en général de l'augmenter plus vite que le gain qu'on peut avoir sur les émissions unitaires. Donc, le grand paradoxe, c'est qu'on peut avoir globalement des émissions plus faibles avec des émissions unitaires qui sont plus importantes parce qu'on est dans des systèmes qui sont moins productifs. Donc, en fait, le vrai sujet, il est plutôt là. Il est d'essayer de changer les critères d'optimisation. Aujourd'hui, on a un critère d'optimisation qui est purement économique et il faut absolument qu'on arrive à changer de critère d'optimisation. Sinon, c'est évident qu'on ne s'en sortira jamais.
Comment est-ce qu'on fait pour inciter la population à revenir à l'agriculture? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la totalité de la réponse, j'ai quelques éléments en tête. Ça va avec un tout, parce que ça va aussi avec l'aménagement du territoire, ça va avec la rémunération des producteurs, enfin voilà, ça va avec un tout. J'ai envie de dire en le voulant, c'est peut-être la réponse la plus bête que je puisse faire, mais qui serait aussi la meilleure. Et dans un monde dans lequel on ne pourra pas tout avoir, je le redis, il va falloir faire des arbitrages. Donc, si on considère que de remettre du monde dans l'agriculture, c'est plus important que de faire la 5G, eh bien, à ce moment, on arbitre les sommes disponibles en conséquence. Oui, Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il y a quand même un truc qui m'a beaucoup fait rire, je vais quand même finir par ça, parce que je trouve que c'est un énorme gag, de voir que dans le Green Deal européen, il y a un énorme paquet de milliards, 50 ou 100, qui sont prévus pour le monde rural, pour mettre de l'Internet à haut débit dans le monde rural. Alors, je ne suis pas complètement sûr que d'avoir des vidéos en haute définition sur smartphone quand on est dans le champ ou dans le pré, ça soit totalement indispensable ou ça soit la première priorité dans le contexte dans lequel on est. Voilà. Alors, pour conclure, peut-être avant de passer la parole pour la conclusion à ma présidente Hélène, je reprendrai peut-être une des remarques qu'Olivier a fait, c'est que la première étape dans ce changement à venir, ce serait de sensibiliser la population aux enjeux du changement climatique et puis des énergies. Et ça tombe bien parce que j'ai l'honneur de vous inviter à la semaine sur le climat organisée par TRAM du 1er au 5 février, où nous allons jouer avec un jeu qui s'appelle la fresque du climat et qui permettrait justement de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique. Donc, je vous invite, je vous tiendrai au courant et puis je vous inviterai à inciter tous les gens que vous connaissez autour de vous à participer à cette semaine. Voilà. Hélène, je vais peut-être te laisser conclure et remercier Jean-Marc pour son intervention. Es-tu toujours là? Est-ce que tu peux Oui, je suis là. Oui, oui, merci beaucoup Jean-Marc pour vos propos clairs, bien, je veux dire, tout à fait passionnants. Vous êtes passionné, donc ça s'est entendu et ça s'est vu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer à cette visioconférence. Pour conclure, je dirais simplement que quand je lis les remarques qui défilent à droite de mon écran, je vais reprendre celle de Sylvain qui dit « Que de thèmes à aborder dans nos groupes suite à cette soirée ». En tout cas, c'est chaque fois qu'on initie une formation, une journée d'information ou un débat, on s'aperçoit qu'on a encore plus de questions à la fin qu'on en avait au début. Donc, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Bien sûr, nous sommes toujours à la disposition de chacun, nous, FRGEDA, si vous voulez encore rebondir sur cette soirée. On se tient prêt à recevoir vos remarques et vos questions. Merci à tous. Je veux déjà vous féliciter pour l'organisation de cette soirée et merci à notre intervenant avec qui j'aimerais bien converser de la méthanisation pour remettre quelques logiques en place. Mais c'est vrai que c'est pas très positif tout ça, ce qui nous attend avec le climat. Si on n'a pas trop de soucis pour nous, on en a beaucoup pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On va tous se mobiliser pour atténuer les effets, pour nous, que l'agriculture peut avoir sur le climat, en captant de plus en plus de carbone avec nos pratiques agricoles, puisqu'on va tendre tous vers l'agroécologie. Mais la vache a sa place dans le système et là-dessus, je suis un peu déçu de ce que pense Jean-Marc de nos vaches, qu'elles sont très utiles. Et le bilan
gaz à effet de serre des vaches est positif. C'est vrai qu'elles en émettent, mais elles nous permettent d'en éviter par la fertilisation et par l'utilisation des prairies. Et ça, là-dessus, je pense que je ne suis pas convaincu par l'explication de Jean-Marc sur ce sujet-là. Pour tout le reste, je suis complètement d'accord avec lui. Et je remercie encore Loan de nous avoir préparé cette soirée. Bravo à vous. Merci beaucoup. Et je pense qu'on aura peut-être des collaborations entre les groupes de développement agricole, peut-être TRAM et avec Carbone 4, notamment sur tout ce qui est justement le travail sur le carbone. Voilà. Monsieur Jancovici, je vous remercie. Et puis, je ne sais pas si vous souhaitez dire un dernier petit mot avant qu'on se quitte. Non, bonne continuation. Et effectivement, il y a des choses à faire. Et à très court terme, bonne soirée. Très bien, Fin de soirée. merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et très bonne soirée, très bonne nuit. Au revoir. Merci. Bonsoir.